Bon, très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, tout d'abord, je me présente. Donc, je suis Guillaume Huon. Je suis l'adjoint au chef de service urbanisme et habitat à la DDT des Vosges. Donc, bienvenue à vous tous pour ce 4e atelier du cycle d'ateliers collectifs qui ont été proposés par les agences d'urbanisme, donc Scalen, AGAP et AURM, dans le cadre du programme PVD. Ces ateliers ayant pour objet d'apporter aux chefs de projet, aux élus, aux partenaires, un espace d'acculturation, d'échange et de partage méthodologique. Ces ateliers ont débuté en automne, déjà de 2021, sur 2 problématiques qui ont été retenues par les agences, qui étaient l'attractivité résidentielle en centre ancien et les mobilités. Les 2 premiers ateliers ont été d'ailleurs traités par ailleurs le sujet de la mobilité. Et à noter pour votre information qu'un atelier supplémentaire sur le commerce se tiendra le 28 avril prochain. Alors, ce 4e atelier, il fait quant à lui suite à l'atelier de décembre dernier sur le sujet de l'attractivité résidentielle, où l'exemple et le retour d'expérience de la commune de Cirques-les-Bains ont fait forte impression. Donc, cet atelier d'aujourd'hui, donc sur le sujet des retours d'expérience sur le recyclage foncier, on est donc le prolongement naturel, tant il est vrai que la question de la requalification de bâtiments, d'îlots, de friches ou de quartiers entiers est souvent un défi majeur dans la redynamisation des centres, des villes et des bourgs. Ces opérations sont par ailleurs complexes et ambitieuses pour les collectivités. Et on pourrait rajouter que ce défi majeur pour les collectivités, il y a un surajout sur l'impératif de la réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers dans l'optique de lutter contre l'étalement urbain, avec en ligne de mire le zéro artificialisation nette, qui est l'objectif 2050 de la loi climat et résilience qui a été votée en août 2021. Donc, cet atelier nous propose donc un programme très riche afin d'appréhender plus concrètement cette question du recyclage foncier, avec 4 présentations. Tout d'abord, celle de Madame Dessy sur l'EPF, l'établissement public foncier, pour en connaître l'outil. Un retour d'expérience sur la revitalisation de l'îlot Bailly par Madame Norse sur la commune de Masevaux dans le Haut-Rhin. Une présentation de Monsieur Bertrand Noël, directeur adjoint de la Solorem, sur ce qu'est une concession d'aménagement. Et puis, pour finir, un retour d'expérience sur la revitalisation du centre ancien de Château-Thierry par Mesdames Zacharia et Delettre, qui sont responsables d'opération au sein de la Société d'économie du département de l'Aisne. Donc, dans ce cadre, donc, un temps d'échange, de débat et de questions sera bien entendu proposé, mais de préférence à la fin des présentations, de façon à pouvoir fluidifier les exposés. Néanmoins, vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau dans l'espace chat et des réponses vous y seront apportées en fin de présentation. Je vous souhaite un bon atelier à toutes et à tous. Ok, Madame de Cise, vous voyez la présentation? Pas encore. Ah, normalement, il est partagé. Là, c'est bon? On va attendre que ça arrive. C'est bon? Non, toujours pas. Je vous le dis. Hein. Pendant ce temps, effectivement, je me présentais, Valérie de Cise, directrice territoriale à l'établissement public foncier Grand Est, travaillant sur le secteur de l'Aube, la Haute-Marne et les Vosges. Et on a centré la présentation sur le Nord-Meuse, sur Stenay. On va passer par une première phase de présentation, ça y est, de présentation de ce que c'est qu'un EPF d'État, comment on travaille, sur quoi on peut travailler. Un exemple sur donc, le Nord-Meuse sur Stenay, une étude centre-bourg, et puis une conclusion. Voilà. Donc, vous parlez de l'établissement public foncier de Grand Est, qui est issu de l'EPF Lorraine, qui est connu par les Lorrains en tant qu'EPF Lorraine, qui s'est étendu en 2020 à l'ensemble de la région, de l'ancienne région Champagne-Ardenne. Donc, on est aujourd'hui compétent sur toute l'ancienne Lorraine et toute l'ancienne Champagne-Ardenne. Établissement, vous pouvez passer à Foumi, établissement public foncier d'État, donc qui est compétent sur tout le territoire, contrairement, je parle pour les Alsaciens, à l'établissement public foncier local d'Alsace qui, lui, est compétent par rapport aux cotisations, enfin par rapport aux cotisants.
Donc, notre situation est un peu différente, ce qui veut dire que pour revenir sur le périmètre de compétences d'un EPF d'État, il faut passer en Conseil d'État, ce qui est beaucoup plus lourd, évidemment, et ce qui donne plus, d'une certaine façon, plus de stabilité du point de vue du périmètre. Donc, notre conseil d'administration comprend des collectivités qui représentent à la fois la région, le département, les intercommunalités, les métropoles, communautés urbaines et les départements. Donc, les services de l'État sont plutôt minoritaires, hein, même clairement minoritaires. On a aussi la participation de la SAFER et des chambres consulaires. On est clairement sur un conseil d'administration qui regroupe plutôt des élus d'action, on va dire, que des politiques. Allez-y. Pouvez me rappeler le temps dont je dispose, s'il vous plaît? Oh, 20-25 minutes. D'accord. Donc, EPF d'État, comme je l'ai dit, on est créé pour faciliter l'aménagement, donc mener toutes les actions qui permettent de préparer ou de faciliter l'aménagement ultérieur. Donc, depuis 2014, on n'est plus compétent en termes d'aménagement, mais on est compétent en termes de préparation de l'aménagement, donc tout ce qui est proto-aménagement, action foncière publique, donc pour le compte des collectivités publiques, et accessoirement, à condition de passer des conventions pour le compte de bailleurs sociaux privés, de SADHLM par exemple. Dans ces cas-là, on va passer une convention avec une SADHLM et une collectivité. Donc, les établissements publics fonciers d'État sont créés prioritairement pour faire du logement et du logement social. En Lorraine, assez classiquement, on a eu une activité autant axée sur le logement que sur le développement économique, pratiquement 50-50. Hein. Accessoirement, on peut intervenir sur les espaces naturels et agricoles. Ce sera systématiquement avec la SAFER, en fait. Hein. Systématiquement, on va s'entraider, on va dire. La SAFER étant beaucoup plus compétente sur la question d'espaces agricoles, dans le cadre d'une convention qu'on a avec le conseil régional, l'agence de l'eau et le conservatoire des espaces naturels, donc pour s'emparer de sites naturels d'importance régionale, on va dire. Et on est aussi l'outil des collectivités dans le cadre des mesures foncières des PPRT. PPRT, c'est surtout en Lorraine, donc c'est un peu anecdotique. Alors, l'établissement public foncier, donc je vais souvent dire EPF, hein, alors sachant que je suis bien consciente qu'on a un EPF local en Alsace, et ce n'est pas du tout pour dire qu'on est le seul EPF. Hein. Mais donc, on est compétent pour mener des études, des actions foncières et des travaux sur notre patrimoine dans le cadre parfois du changement d'usage, enfin de l'usage ultérieur, arriver à préparer le bâtiment par rapport à un usage futur. Et on va proposer aux collectivités, assez classiquement, de signer les conventions cadres et de partir sur une réflexion stratégie foncière avec les EPCI, donc avec les communautés de communes, qui souvent vont s'articuler, cette réflexion va souvent s'articuler avec une réflexion PLUI. Quand c'est le cas, on est content de pouvoir ajouter un volet foncier au volet du PLU, PLUI, H ou pas H, qui permet d'apporter aux élus une stratégie pluriannuelle, enfin leur permettre de se rapprocher des questions foncières, d'arriver à mener des acquisitions qui sont préparatoires au projet qu'ils vont mener. Le but aussi, c'est évidemment pour l'EPF d'arriver à stocker du foncier pour éviter une surenchère, pour éviter une spéculation foncier dont le prix sera plus compatible avec rendra le projet plus compatible par rapport à une faisabilité. Vous pouvez passer. Donc, quand il s'agit de portage foncier seul, donc on passe des conventions avec les communes ou les EPCI qui sont demandeurs pour du portage foncier, que ce soit de terrain, de plus en plus davantage de bâtiments centre-bourg, bâtiments, commerces, emprises d'activité, et on propose un portage foncier sur 10 ans maximum en 2 phases, une première phase de 5 ans et un avenant, si on a une justification, un avenant de 5 ans une deuxième fois. Donc on est sur un portage de 10 ans maximum qu'on porte au prix de revient. On achète maximum au prix de France Domaine et jamais au-dessus. On est incapable d'acheter au-dessus du prix de France Domaine.
Et on va porter, que ce soit pour des communes, des bailleurs sociaux, publics ou privés, donc comme je vous ai expliqué, le but étant de préparer le terrain pour que le terrain soit prêt le jour où le bailleur ou la collectivité peut démarrer son projet. Et on peut agir par tout moyen qu'un maire peut nous déléguer, c'est-à-dire droit de préemption urbain s'il en dispose, expropriation et adjudication, enfin tout type d'acquisition foncière publique. On a quelques critères d'éligibilité qui sont principalement centrés sur l'habitat, le développement économique, donc la création d'emplois et l'accompagnement de projets d'équipement public structurants qui concernent plus qu'une commune. Quand on devient propriétaire, c'est comme une commune, on devient propriétaire, on devient responsable, un bien, comme on va voir plus tard, qui est dans un état pitoyable et qui s'effondre, on est obligé, du point de vue de la responsabilité, de le sécuriser, ce qui peut générer des frais de gestion. Et dans ces cas-là, on évalue avec la commune quel est le meilleur moment pour acheter l'immeuble. On peut passer. Donc, on fonctionne, et de plus en plus, parce qu'on est de plus en plus sur un territoire qui est très étendu, hein, on fonctionne souvent par possibilité de mise à disposition du bien qu'on va acheter à la commune. Mais on reste quand même responsable de l'état du bien. Et dans ces cas-là, on va pousser le plus possible pour que le bien soit sécurisé. Et on revend au prix de revient avec toutes les dépenses qui sont intervenues sur le bien, taxes foncières, frais d'acquisition, frais de gestion quand il y en a eu. Si c'est mis à disposition de la commune, c'est gratuit évidemment. Et on peut céder à un tiers qui est désigné au conseil municipal, donc par une délibération du conseil municipal. On a quelques clauses de respect du projet qui est déclaré initialement, mais qui sont quand même très souples et qui laissent, on va dire, une large marge de manœuvre aux communes dans le cadre des conventions foncières. Donc, on est, en tant qu'établissement public d'État, soumis à une tutelle de l'État. On a dans nos orientations, dans notre programme pluriannuel d'intervention, quelques directives, dont une qui est importante, c'est une intervention maintenant impossible dans ce qu'on appelle les extensions urbaines. Donc, c'est les photos aériennes que vous avez sous les yeux, qui sont des exemples vivants de ce qui a été refusé à notre conseil d'administration. On intervient dans la tâche urbaine et strictement dans la tâche urbaine, plus jamais dans des extensions qui concernent des espaces agricoles ou naturels. Donc, j'ai passé l'action foncière, qui est systématique en fait. Hein. Pour pouvoir faire des travaux, on doit systématiquement devenir propriétaire. On a la possibilité, en fonction de nos critères d'éligibilité, de passer en plus de l'action foncière à des travaux. Donc, travaux qui vont concerner des friches industrielles, friches hospitalières, friches militaires. Et dans certains cas, sur des centres-bourgs, sur du tissu urbain, entre guillemets, banal, pas de friche, donc c'est l'exemple qu'on verra tout à l'heure. Dans ces cas-là, on passe systématiquement par une acquisition ou une expropriation ou souvent une acquisition à un liquidateur. Et on émet d'ouvrage des études, donc études qui vont être des études de vocation pour savoir de programmation ou de vocation, pour savoir quel type de projet on peut mener sur le bien en question, s'il faut le démolir ou si on arrive à faire une réhabilitation. Et s'il y a de travaux de démolition et de désamiantage, on va financer une partie de ces travaux de démolition et de désamiantage jusqu'à un maximum de 80%, donc par convention avec la collectivité demandeuse. Donc, on va pouvoir agir parfois en centre-bourg, sur des verrues, sur des îlots dégradés fortement, par une démolition partielle. Et dans certains cas, pareil, en fonction du projet, hein, en fonction des envies et des besoins de la collectivité, et surtout l'intérêt que le projet peut avoir pour arriver à requalifier l'espace urbain, on va être capable de faire des travaux de clos couverts, donc qui vont au-delà des travaux de démolition et de désamiantage. Pareil pour des biens qui sont qualifiés de friches, industrielles, hospitalières ou militaires, parfois friches urbaines, quand le tissu urbain a accumulé un certain nombre d'activités industrielles ou mixtes, et dans ce qu'on appelle les centres-bourgs, donc qui ont fait l'objet d'études préalables, que ce soit par nous ou par la collectivité. Dans ces cas-là, pareil, on rétrocède au prix de revient en ayant déduit la part de travaux qui est financée par l'EPF jusqu'à un maximum de 80%.
Donc, le but, c'est évidemment, sur des espaces urbains compliqués, d'arriver à trouver, par le biais de l'intervention de l'EPF, un financement au surcoût du recyclage urbain, qui est, enfin, comme vous le savez tous, qui est beaucoup plus cher que de construire en neuf sur un terrain agricole vendu avec plaisir à un agriculteur qui part en retraite. Donc, un exemple choisi, donc enfin, on a cherché les exemples où on a un volet opérationnel, on va dire, réussi, même si c'est évidemment pas fini, parce que le sujet est bien plus vaste. C'est Stenay, où en fait on a mené à Stenay depuis, enfin, on va voir, pratiquement 20 ans avant d'aboutir sur un chantier en centre-bourg, une collaboration avec la commune et la communauté de communes pour une réflexion de transformation de la commune. Au départ, sur une zone, enfin c'est un petit diagramme qui vous dit ça. Au départ, on était sur une question de zone d'activité, de réhabilitation d'anciens silos. Après, on est passé sur un sujet fonderie. C'était la friche qu'on voyait en premier plan sur la photo aérienne de la page précédente. Et sur cette ancienne fonderie, à un moment, il a été question d'y faire beaucoup de logements, parce qu'on avait financé et porté une étude de vocation avec la commune, jusqu'à se rendre compte à un moment crucial que ça n'avait pas de sens. On ne pouvait pas être à la fois en train de se dire qu'est-ce qu'on fait avec le centre-bourg, comment on le redynamise, et en même temps de faire 150 logements sur une ancienne friche de fonderie à l'extérieur de la commune. C'est pour cette raison qu'on a mené avec la commune une étude centre-bourg. Vous pouvez passer à la troisième, je pense, oui, la suivante. Étude centre-bourg qui a mobilisé, en fait, cette réflexion a mobilisé tous les services de l'EPF, puisqu'on a mené cette étude centre-bourg en même temps que des études techniques sur la fonderie, pour arriver à trouver, on va dire, une vocation au centre-bourg, une orientation et puis un programme d'action en parallèle, réfléchir au devenir de la friche fonderie, dont la vocation soit en adéquation avec une redynamisation de la commune centre. Je passe assez vite quand même. Donc, étude centre-bourg générale sur toute la commune, pour arriver à identifier les moyens de redynamiser, de transformer le centre-bourg, donc qui va porter à la fois sur la question de mobilité, d'habitat vacant, de friches, de besoins d'habitat, de besoins de locaux pour le développement économique ou pour le commerce. Et deux exemples du plan d'action. Assez vite, donc c'est en 2016, l'identification de secteurs où les bâtiments sont dégradés, voire même très dégradés, et une compacité du tissu urbain qui amène une certaine difficulté d'habitat, une difficulté à avoir de l'espace extérieur dans un centre-bourg qui est pratiquement bloqué dans son fonctionnement. Donc des propositions de dédensifier certains cœurs d'îlots ou des parties d'îlots pour arriver à créer de l'air, de l'espace et donner une meilleure attractivité aux bâtiments qui restent, aux bâtiments voisins. Donc, ce qui passe par une acquisition, une démolition partielle et une rétrocession à la commune. Dans ces cas-là, on crée simplement de l'espace public. J'aurais tendance à dire simplement, mais on a vu que ce n'était pas forcément si simple que ça. C'est un processus qui est assez lourd. Donc, schématiquement, pour vous donner une idée des résultats de l'étude sur le tissu urbain, je passe dessus, vous pouvez avancer. Donc, les actions concrètes qui ont pu se mener, alors l'une réussie, l'autre moins, ou pas encore réussie, on va dire. Une réflexion sur un ancien pensionnat, un bâtiment emblématique qui est situé en plein centre-ville, centre de la commune de Stenay, qui était délaissé, sur lequel on a mené une étude préopérationnelle dans le but de faire une acquisition, et dans certains cas, on était capable de faire des travaux de clos couverts en accompagnement d'une action publique, une réflexion sur un programme lié au handicap, qui pour l'instant n'a pas trouvé de financement, n'a pas trouvé d'issue. Donc le pensionnat est toujours propriété du propriétaire privé, une association. Et un deuxième exemple, l'îlot Aristide Briand, donc îlot très dégradé en bordure de Meuse, où là on a réussi à mener des acquisitions qui étaient compliquées,
bâtiments dégradés, avec des situations foncières qui étaient compliquées. Et puis, on a réalisé des travaux de démolition des immeubles dégradés avec une reprise de tout ce qui était mitoyen. Et c'est là que souvent les difficultés se passent, puisque les voisins ne sont pas forcément toujours favorables à ce qu'on réalise des travaux dans les avoisinants. Donc, le chantier de démolition d'une partie de l'îlot Aristide-Briand s'est terminé en automne 2021, donc c'est assez frais. Et on a pu mener des actions de ce type-là aussi sur des communes comme Fougue, Toul. Enfin, c'est les premières actions, on va dire, réussies qui aboutissent sur ces communes centre-bourg. Donc, c'est l'exemple du pensionnat, l'ancien pensionnat Sainte-Marie, pour que vous ayez une idée. Et sur la page suivante, vous voyez les résultats de l'étude qu'on a pu mener avec la commune pour arriver à savoir comment transformer cet immeuble et comment en faire un équipement public d'hébergement pour un CMPP, pour une association handicapée. Voilà, sur le principe. Donc, on est capable, alors on cofinance ces études, on les réalise, on passe par un bureau d'études, mais on les cofinance, on les porte et évidemment, le reste à financer est remboursé par la commune, par le biais d'une convention. Donc, toute la réflexion sur l'îlot Sainte-Marie, sur la programmation, sur la recherche d'un investisseur. On avait testé, ils sont à côté, ils nous entendent la possibilité que la Solorem puisse être investisseur dans le programme. Trop compliqué du point de vue financier. Pour l'instant, l'opération est arrêtée. L'exemple de l'îlot Aristide-Briand, donc îlot, vous voyez, au centre de la commune, dans le noyau de la commune. Bâtiment sans trop d'importance, assez dégradé, avec des situations sociales et foncières très compliquées. Donc, une démolition, une petite démolition de 2 bâtiments, 2 acquisitions, un prix très modique. Donc, on pourrait dire une opération assez légère. En fait, vous verrez que du point de vue financier, on est sur à peine 400 mètres carrés et le tout a dû coûter pratiquement 200 000 €. Donc, avec du temps, c'est des opérations assez lourdes qu'on imagine mener dans d'autres communes, mais on doit faire l'acquisition en plusieurs temps, sécuriser et mener les chantiers qui a dû durer à peu près 1 an, entre 2019 et 2021. Donc, se poser questions de gestion d'immeubles dégradés, des questions, forcément, gestion égale financement à 100% par le foncier. Donc, c'est des travaux sur lesquels les communes rechignent parfois, puisque il n'y a pas de cofinancement EPF. Éviter les squatteurs, murer, se faire aider des services techniques. Bon, ça peut être assez compliqué du point de vue de la gestion et des processus. Donc, travaux, enfin voilà, vous avez ces travaux seulement, 164 000 €. Il faut rajouter à peu près 40 000 € d'acquisition foncière, donc ce qui fait qu'on est à peu près à 200 000 € pour une surface d'à peine 400 mètres carrés au sol. Donc, vous faites le rapport, ça va au-delà évidemment des coûts de ratio qu'on peut avoir sur de l'aménagement urbain simple ou modeste, et on est sur un cœur d'îlot, un petit cœur d'îlot, mais qui apporte maintenant un peu de bénéfices aux avoisinants. Et sur la page suivante, vous voyez les immeubles dans l'état dans lesquels on les a achetés. Donc, on est sur des situations qu'on retrouve, je suppose que vous retrouvez partout dans tous vos centres-bourgs, où on devient de plus en plus l'outil de récupération pour les communes des bâtiments dégradés, délaissés, vacants, ou avec des indivisions compliquées. Donc là, on a réussi à s'abstraire des procédures d'expropriation, mais dans certains cas, on peut être amené à exproprier pour acheter des bâtiments de ce type-là. Expropriation soit de bâtiments en abandon manifeste, soit en loi Vivien, c'est-à-dire avec insalubrité, ou suite à des arrêtés de péril. On peut être amené, nous, EPF, à mener ce genre de processus qui, dans ces cas-là, dure beaucoup plus que 2 ans. Donc, on est aujourd'hui à Stenay en train de réfléchir à la fonderie. On a racheté la fonderie. On est sur cette opération-là, tout en essayant de voir quelles opérations d'accompagnement on peut mener sur le centre-ville. Donc, c'est une opération qui
assez vite peut déborder des capacités financières d'une commune. Donc, Fumi, on peut passer effectivement à l'exemple suivant sur le principe. J'ai inséré un exemple pour une opération qu'on peut mener avec un bailleur. Donc là, c'est un exemple à Vézelise, suite à l'étude Centrebourg de Vézelise, où dans le plan d'action, on a identifié assez rapidement, de façon assez évidente, le fait qu'il fallait transformer l'ancien EHPAD, qu'il ne fallait pas laisser cette friche au milieu du village telle quelle. Et on a réussi à monter une opération avec le bailleur social MMH qui... et on pourrait mettre en plein écran, s'il vous plaît. Ah oui, ok. C'était le précédent, celui-là, ok. Voilà, oui, c'est vrai qu'on voit mieux. Excusez-nous. Donc, l'étude Centrebourg a permis d'identifier plusieurs projets. Il y a eu plusieurs actions qui ont été menées, dont l'identification de cette question de transformation d'EHPAD. Dans ces cas-là, on va aller chercher un médecin capable de mener un projet en parallèle de l'EPF, donc qui s'est avéré être MMH, qui s'est intéressé à l'histoire, et qui, du coup, après une étude de faisabilité qu'on a cofinancée ensemble, s'est intégré dans une convention avec l'EPF pour mener une réhabilitation en commun par le biais d'un groupement de commandes. On peut peut-être passer à la page 2. Donc, un groupement de commandes EPF et MMH. Donc là, les chiffres que vous avez à l'écran, c'est les chiffres qui étaient prévisionnels. Moi, je ne les ai pas révisés depuis. Je sais que l'opération a commencé à démarrer un peu sérieusement. Et l'EPF apportant une grosse part de financement sur le clos couvert, le désamiantage, une partie d'ébullition et le clos couvert. Donc, ce qui permet au projet d'être faisable et ce qu'on peut répéter, ce qu'on est d'ailleurs en train de répéter dans d'autres sites, anciens EHPAD ou pas, sur le reste de la région. Toujours avec bailleur social, groupement de commandes et donc accompagnement bilatéral de la maîtrise d'ouvrage. On travaille de concert avec le bailleur social, chacun dans son métier. Donc, un exemple d'action qu'on a menées ou qui sont encore en cours sur le département des Vosges. Vous voyez que les études Centrebourg ont mobilisé pas mal l'EPF depuis 2015 sur des communes assez variées et avec ou sans action concrète. Parfois, on n'a pas encore de convention et d'action concrète à montrer. C'est pratiquement l'exemple que je vous indiquais qui était le plus avancé. Et on va évidemment travailler avec l'État, la région, le département, etc. Autre exemple, alors on est en dehors d'une étude Centrebourg, mais qu'on peut mener classiquement à l'EPF pour arriver à redresser le tissu commercial d'un Centrebourg ou une petite commune. On va être capable de porter un bâtiment comprenant un commerce et de rétrocéder à la commune l'usufruit à un prix défiant toute concurrence pour lui permettre d'intégrer dans les locaux ou de maintenir dans ce local un locataire qui, suite aux crises qu'on a connues, peut être mal en point et auquel on peut du coup consentir un loyer modique, puis progressif, qui lui permet de se réinstaller, de reprendre vie et de se consolider. Et on va porter du coup la nue propriété pendant 5 à 10 ans maximum. Donc, ce qui permet d'avoir quelques actions en faveur du commerce en centre-bourg ou en centre-ville. Et dans ce cas-là, les travaux sont réalisés par la commune ou par le porteur de projet. Donc, pour synthétiser, pour que vous ayez une vue d'ensemble, en centre-bourg, donc on passe par l'acquisition foncière, on peut faire simplement du portage, que ce soit de murs ou de biens en copropriété ou en simple propriété, que ce soit pour une commune ou pour un bailleur. On peut, dans certains cas, alors plutôt avec un bailleur, pour une question de maîtrise d'ouvrage, mais si on trouve un maître d'ouvrage qui arrive à faire les travaux en même temps que nous, en groupement de commandes, on va porter dans certains cas des travaux de changement de destination avec des amiantages, des constructions et dans certains cas, clos couvert. Est-ce que vous avez des questions ? C'était clair.
C'était très clair. Ou on va peut-être passer à la deuxième présentation. On regroupera toutes les questions peut-être à la fin. D'accord. OK. Tout à l'heure, je naviguais entre les personnes qui arrivent. Ah, il y a une question. Il y a une question qui est posée dans la conversation. Ah oui. C'est quel est le devenir de la fonderie de Stenay? Alors, c'est un équipement qui a encore du mal à se faire financer, hein. On a cherché avec la commune du financement. On est sur une petite partie d'équipement public. Et il était question d'un équipement orienté nature, on va dire, puisqu'on a dans les sous-sols de la fonderie une population de chauves-souris extrêmement importante. Donc un intérêt pour les écologues et les ornithologues qui est important du fait de cette population de chauves-souris. Donc on est sur un équipement mixte lié plutôt au tourisme nature et puis on va dire à ce gisement de chauves-souris. OK, on passe la parole à la ville de Masevaux. À Elsa. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je travaille à la communauté de communes, mais effectivement aussi pour la ville de Masevaux dans le cadre de Petite Ville de demain. Donc, pour le moment, on ne voit pas la présentation. Vous ne le voyez pas? Non. Ah, je reprends alors. Attendez. Là, vous voyez? Vous voyez? Non, pas encore, non. Ah, parce que j'ai dû sortir tout à l'heure. Je vais repartager pour faire entrer quelqu'un. Donc, à chaque fois, ça saute en fait. Là, vous voyez? Ah oui, ça y est. Ok, je vais mettre en plein écran par contre. Vous voyez toujours? C'est bon. Ok. Parfait. Donc déjà pour vous situer un petit peu Masevaux, Niederbrück, où ça se situe, donc c'est dans le sud Alsace, c'est une vallée vosgienne à la frontière du territoire de Belfort. Donc notre bassin de vie s'étend de Mulhouse à Belfort, puisque on touche, étant frontalier, on touche effectivement des personnes du territoire. Donc Masevaux est un peu au centre, hein, entre Mulhouse et Belfort. Et c'est une vallée donc de montagne, donc avec je l'avais mis un cadre de vie unique, hein, mais effectivement on a beaucoup d'espaces protégés, des zones Natura 2000, un site classé. Donc c'est vraiment une vallée où l'environnement prime. Donc la communauté de communes, elle regroupe 15 communes, donc de Burnopt à Seven. Donc Masevaux joue vraiment son rôle central, tant au niveau géographique qu'au niveau de la dynamique de notre communauté de communes. Historiquement, c'est à Masevaux, notamment que les habitants, surtout du haut de la vallée, viennent pour faire des achats, pour trouver les différents services du quotidien. On peut passer la slide d'après. Donc notre Scott, effectivement, l'a aussi souligné que Masevaux, c'est notre bourse, hein, c'est notre pôle historique dans la vallée. Donc, on a construit un PLUI en reprenant vraiment cette volonté d'avoir le rôle de conforter plutôt le rôle de Masevaux comme étant le bourg-centre. Pour la petite anecdote, le PLUI, il est bientôt achevé, bientôt approuvé. Donc moi, ça fait plus de 4 ans que je suis à la communauté de communes, car j'ai élaboré le PLUI en interne avec notre assistant à maîtrise d'ouvrage, la URM, l'agence d'urbanisme, et un bureau d'études spécialisé dans tout ce qui est études environnementales pour notre évaluation environnementale. Et donc, honnêtement, j'en parle un petit peu parce que c'est un réel avantage, parce que notre PLUI, on l'a construit déjà dans le sens où on avait la volonté, les élus avaient la volonté de renforcer le rôle de bourg-centre de Masevaux. Donc, quand Petite Ville de demain s'est offert aux élus, ça a été naturel qu'on y candidate et qu'on souhaite que Masevaux soit Petite Ville de demain parce qu'on a construit notre document d'urbanisme selon déjà ce principe.
Donc, dans notre projet d'aménagement et de développement durable, le PADD du PLUI, on souligne vraiment qu'on veut conforter le rôle de Masvo. Et donc, on a déjà des règles qui seront donc bientôt applicables, mais qui favorisent vraiment, d'un point de vue tant urbanistique, mais également dans la planification, qui favorisent vraiment que Masvo se situe comme bourg-centre. Donc, déjà, un petit exemple, c'est que les activités à implantation unique, donc par exemple, chez nous, on a une piscine intercommunale, elle avait l'obligation de se trouver à Masvo. Les services vraiment uniques que l'on trouve dans la communauté de communes, il faut qu'ils se situent à Masvo, ce sera une obligation bientôt. Et dans notre PLUI, Masvo est tout seul dans son secteur. Donc Masvo, pour la petite histoire, a fusionné avec Niederbrück il y a quelques années, mais dans notre PLUI, Masvo aura ses propres règles. Donc on a 3 secteurs, la Haute-Vallée, l'Avant-Vallée et Masvo, parce que nos 3 secteurs n'ont pas les mêmes enjeux. Masvo, on souhaite vraiment renforcer l'attractivité, accueillir de nouvelles populations, renforcer nos services de proximité. À l'inverse, l'Avant-Vallée, il y a l'autoroute, il y a la nationale, ils ont déjà une certaine dynamique. Et la Haute-Vallée compte sur le rôle du bourg-centre pour se développer également. Donc, par rapport à Petite Ville de demain, nos projets, donc ça, c'est calé sur le zonage du PLUI. Et on voit les zones qui sont dans le centre-ville de Masvo. Et par les petits points, c'est nos projets un petit peu structurants dans Petite Ville de demain, dont la requalification de l'îlot Bailly. Donc c'est là où je l'ai entouré, hein, mais vous voyez que vraiment c'est dans le centre de la commune. La zone en rose, c'est vraiment l'hypercentre. La rue piétonne, la rue commerciale, nos services vraiment publics, la mairie, la communauté de communes. Et donc ce secteur est vraiment primordial dans l'aménagement de la ville, puisque se situe vraiment au croisement du centre-ville, vraiment dans le centre-bourg, à proximité, à pied de tous les services, que ce soit pour de l'alimentaire, pour des services publics ou autres. Cette zone est vraiment, vraiment intéressante dans l'aménagement de Masvo. Donc, pour ouvrir les réflexions, si on arrive plus précisément sur l'îlot Bailly, pour ouvrir les réflexions, il y avait déjà eu une étude à l'époque de notre agence d'urbanisme de la région mulhousienne, la URM, qui avait démarré en 2019. Cette étude, elle a permis d'ouvrir les réflexions aux élus du devenir de cet îlot. À savoir que, alors si on peut aussi passer la slide d'après, Masvo, c'est l'un des seuls îlots où la ville est principalement propriétaire. Donc la zone en gros sur la partie droite, c'est propriété de la ville. Et ça tombe bien qu'on avait une présentation de l'EPF. Bon, moi, c'est l'EPF Alsace, mais on passe aussi par l'EPF pour le rachat d'une partie de cet îlot. Donc, l'EPF est déjà propriétaire donc, de la zone qui est en orange. Donc le périmètre de tout l'îlot, je l'ai entouré en rouge. Hein, on concentre environ 30-40 arts. Donc, c'est quand même un espace important dans le centre-ville qui est encore disponible et où vraiment il faut qu'on trouve un enjeu derrière la requalification de cette zone. Donc, l'étude de la URM, elle a permis aux élus de se poser les bases de réflexion. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on aimerait que ça devienne, quels sont les principaux enjeux. Donc, elle a découlé sur plusieurs scénarios d'aménagement. Mais avec le temps, ça s'essouffle un peu, on oublie un peu certains projets, on n'a pas les moyens derrière. Donc, grâce au levier de Petite Ville de demain, on veut vraiment requalifier cet îlot qui redevienne un espace judicieux dans le centre-ville. Donc, par rapport au scénario qui avait été imaginé dans l'étude initiale, les élus, d'autant que ça a changé entre-temps, on a des nouveaux élus, se permettent aussi d'ouvrir encore de nouvelles réflexions. Donc, un point déjà sur lequel ils étaient tous d'accord, c'était d'ouvrir le paysage. Donc, on a procédé à la démolition de pas mal de bâtiments. Hein. Donc, c'est ceux où je les ai rayés en rouge. Donc, la démolition, elle permet donc déjà de créer un nouvel accès. Donc là, vous voyez le avant-après, où vraiment on veut ouvrir l'espace. Ça donne beaucoup plus envie, d'autant qu'on est, comme dit, dans une zone importante, qu'on veut aussi ouvrir aux habitants. Jusqu'ici, ils n'ont pas accès à cet îlot. Donc, on souhaite vraiment ouvrir le paysage, ouvrir les accès et mutualiser, du coup. Alors là, pour le moment, j'aimerais aussi lancer une étude de pré-ONOPA, mais le but, pour le moment, ce serait plutôt de partir sur du logement inclusif, sûrement. Vu qu'on est en centre-ville et qu'on a un besoin de population âgée de retourner dans le centre, il faudrait
des logements adaptés, mais on souhaite aussi favoriser le maintien de nos commerces en rez-de-chaussée. Donc, toujours grâce au PLUI, on oblige les rez-de-chaussée commerciaux à garder leur activité. Ils n'ont pas le droit de réinvestir en logement, les rez-de-chaussée commerciaux, ils n'ont pas le droit de fermer les vitrines, elles doivent être maintenues. Donc, pareil pour l'ancien petit U qu'on avait, on va essayer de maintenir un rez-de-chaussée commercial vraiment pour ce bâtiment. Mais à l'arrière, donc si on peut passer encore après, le but c'est plutôt d'avoir des logements. Pourquoi? Parce que déjà on a le stationnement qui est possible dans cette zone. Alors l'un des grands problèmes de Masevaux, c'est la mobilité, l'une des grandes priorités, puisqu'on n'a pas d'alternative à la voiture individuelle. N'importe où on veut se rendre, que ce soit dans le territoire, il n'y a aucune offre de transport collectif. Mais même pour se rendre dans le bassin mulhousien, il faut s'accrocher, il y a 2 bus par jour. Donc, clairement, pas d'alternative à la voiture individuelle. On est quand même dans une vallée, donc les mobilités douces, c'est plutôt pour du loisir et un peu moins pour se rendre au travail. Donc, grand enjeu derrière cette zone aussi de maintenir nos accès piétons vers le centre, puisqu'on se rend compte quand même que les habitants vont de plus en plus facilement dans leur commerce de proximité à pied. Donc, cette zone est stratégique déjà parce qu'on a quand même du stationnement. On peut à la fois décanter une zone et favoriser la mobilité douce. Et donc, on a procédé donc, à la démolition d'une ancienne grange. Alors, c'est vrai que techniquement, elle n'était pas tellement réhabilitée. On ne pouvait pas vraiment la réhabiliter. Mais en plus, ça permet vraiment d'ouvrir le paysage, d'ouvrir le quartier aux habitants. Et pourquoi l'îlot Bailly? Parce que la petite maison où il y a la tour, c'était anciennement la maison du bailli. Le bailli, à l'époque, c'était un peu un servant du roi qui allait chercher l'impôt aux habitants. Et donc, cette maison du bailli, la commune souhaite rester propriétaire, de par déjà son intérêt culturel, architectural, ou à Masevaux, à savoir qu'on a un grand périmètre ABF parce que beaucoup de bâtiments protégés. Donc, la ville aimerait même proposer la protection de ce bâtiment, l'inscrire au monument historique également, vu qu'il y a une réelle histoire derrière. Et comme au niveau culturel, on n'a pas une offre dans la vallée, on n'a pas de bibliothèque, on a 2 associations de spectacles, mais on n'a pas d'endroit vraiment pour réunir la culture dans Masevaux. Donc pourquoi pas cet immeuble? C'est en réflexion, parce qu'on aimerait avoir la possibilité de l'ouvrir aux habitants. Alors, bien sûr, hein, c'est vétuste, hein, il y a de gros travaux à effectuer, mais il y a un intérêt derrière vu qu'il y a une réelle histoire dans ce bâtiment. Donc, pour avancer dans les réflexions, donc voilà plusieurs études qu'on aimerait lancer. Alors, voilà, il faut que la DDT 6-8 me réponde pour pouvoir lancer ces études. Mais parce qu'on sait très bien qu'un projet, il évolue dans le temps, que ce soit au niveau des réflexions, des envies, des idées, mais aussi des élus parfois. Donc, il faut aussi qu'on s'en tienne à un projet. Pour le moment, la commune ne souhaite pas rester propriétaire foncière du reste de l'îlot. Ils aimeraient plutôt passer via un promoteur aménageur, mais avoir quand même la main sur la typologie des bâtis qu'on pourra accueillir dans le temps sur ces terrains. Donc pour le moment, on est sur un coût actuel de 280 000 €, mais il reste encore le rachat de la seconde tranche à l'EPF lorsqu'il y aura réellement un projet derrière. Et ensuite, la commune espère revendre l'ensemble des terrains pour pouvoir quand même se stabiliser dans les finances. Mais gros point de vigilance et important de le souligner, c'est justement affilier l'ABF à notre projet pour qu'ils puissent le suivre parce que déjà l'avis de l'ABF sera indispensable dans le cadre de l'instruction d'une autorisation d'urbanisme, mais aussi parce qu'on aimerait vraiment les associer en amont sur tous les projets. C'est important pour pouvoir avancer par la suite. On a un élément important, c'est au niveau du paysage, puisqu'il faudra arriver à mutualiser l'aspect des bâtis historiques avec les nouveaux bâtis. On ne souhaite pas qu'il y ait un décalage entre les deux. Et également, pour nous, l'enjeu important, c'est toujours de favoriser la mobilité douce dans le centre-ville, car vraiment, c'est de plus en plus important que les habitants puissent se rendre à pied ou à vélo jusqu'à leur commerce. Donc, il y a un réel enjeu derrière cette zone pour relier nos quartiers entre eux. Et ça, c'est aussi une des priorités des élus. Donc, cet îlot, il est particulièrement intéressant pour Petite Ville de demain, dans le cadre de notre ORT, parce qu'il allie justement un peu toutes les priorités de nos élus, que ce soit l'habitat, le commerce, la mobilité, la culture,
on pourra peut-être y faire un lieu où on mutualise un petit peu toutes ces dynamiques et on espère que ça va être une réussite à l'avenir. Voilà un petit peu pour présenter l'île au Bailly et nos réflexions au niveau de la ville. Merci beaucoup, Elsa. On va passer la parole à Bertrand Noël, le directeur adjoint de la Solorem, qui va donc prendre la suite de la présentation, qui va nous parler de la concession d'aménagement, donc son intérêt, la définition et comment ça se met en œuvre. Bertrand, vous voyez l'écran toujours? Oui, parfait, hein, Ok, c'est lisible, bon. hein, donc je vous Ok. remercie. Voilà, peut-être vous dire que mon intervention est conjointe avec celle de la CEDA qui suivra et qui illustrera de manière très précise l'intérêt d'une concession d'aménagement dans une opération concrète qui est celle de Château-Thierry, hein. Donc je remercie les deux intervenantes de la CEDA qui ont bien voulu aussi nous accompagner sur cette présentation. Voilà, peut-être vous dire, en effet, ça me paraît important qu'on vous présente la concession d'aménagement, qui est un contrat qui, à mon sens, est peu utilisé, hein, notamment quand on a affaire à des petites collectivités, hein, qui peut être voilà, sur les territoires de petites villes de demain. Et même, on le voit dans le cadre des dispositifs Action Cœur de Ville qui touchent des villes moyennes. Malheureusement, peu d'actions multiples issus de ces dispositifs s'inscrivent dans des concessions d'aménagement, ce que l'on peut regretter, étant donné que pour les collectivités qui ont pu le pratiquer et les établissements publics locaux dont la Solorem fait partie, on a pu avoir un recul et une expérience suffisante sur la force d'action un petit peu de ce dispositif et de cette procédure de concession d'aménagement. Alors peut-être en deux mots, hein, donc je suis directeur adjoint de Solorem, et Solorem est une société d'économie mixte, dont les cœurs de métier, l'aménagement et la construction. Vous retrouvez des sociétés équivalentes sur tout le territoire national, à peu près 1200 entreprises publiques locales, et à peu près 400 qui interviennent dans le domaine de l'aménagement. Que ce soit dans le Haut-Rhin, la Moselle, Meurthe-et-Moselle, Meuse ou Vosges, vous retrouvez des équivalents à Solorem tels que la SEBL, la Sodevam ou bien Citivia pour le Haut-Rhin. Voilà. Et la CEDA fait partie aussi de ce réseau des EPL. Alors, l'avantage un petit peu de la concession d'aménagement, très rapidement, peut-être vous donner le cadre juridique. Donc, c'est une opération, c'est un marché finalement qui sort un peu du registre des marchés publics de services et de travaux qui sont en général pratiqués par les collectivités et qui retiennent un titulaire pour la réalisation d'un service ou d'un ouvrage avec un prix convenu et fixe. Donc ça, c'est le cadre à peu près majoritaire où 99% des marchés s'exercent dans ce cadre-là. Après, vous avez des cadres qui sortent un peu de ce profil-là, on appelle le cadre des contrats de concession, donc les marchés concessifs, et qui ont été simplifiés et revus et fusionnés dans le cadre de l'ordonnance du 29 janvier 2016. Et c'est dans ce cadre-là des concessions que s'inscrit la concession d'aménagement. Et le cadre concessif distingue deux grands secteurs, maintenant les concessions de travaux et les concessions de services. Donc les concessions d'aménagement sont apparentées à des concessions de travaux. Bon, c'est intéressant peut-être que vous faites une lecture de cette ordonnance, je ne vais pas la développer, mais voilà, c'est dans ce cadre-là que s'inscrit la concession d'aménagement. Le deuxième, Fumini, si on peut revenir au slide précédent. Voilà. Voilà, c'est un souci, ce truc-là. Ouais. Non, il faut que je recule. Ouais. Je ne sais pas où il va. Bon, il faudrait que je sorte un petit peu pour revenir en arrière. Ouais. Alors, simplement peut-être préciser que le deuxième cadre juridique dans lequel s'inscrit la concession d'aménagement, c'est le code de l'urbanisme. C'est important peut-être aussi que vous ayez ça à l'esprit. C'est bon? Le code, non. Ah, il faut que je reparte à nouveau. Ouais. Sur le partage. Ouais. Voilà. Voilà, très bien. Voilà, ça c'est bon. Il faut que je réapparaît. mette en grand écran. Voilà, c'est bon.
Alors, le Code de l'urbanisme, dans son article L304 et suivant, permet aux collectivités territoriales en fait, de concéder la réalisation d'opérations d'aménagement. Je ne sais pas si vous avez à l'esprit la notion de ce qu'est l'opération d'aménagement dans sa définition du Code de l'urbanisme. C'est intéressant aussi de l'avoir sous les yeux. Il est défini par l'article L301 et il est assez vaste, hein. Toute action ou opération d'aménagement en fait, permet à une collectivité donc d'intervenir sur ses politiques publiques en matière de développement économique, en matière d'action sur l'habitat, en matière d'aménagement foncier. Donc, on est sur une notion relativement vaste, finalement, qui comprend quasiment l'ensemble des champs de l'intervention publique et de l'action sur la ville. Alors, ce qui est important et ce qui distingue le régime des marchés publics de travaux ou de services classiques des concessions d'aménagement, c'est cette notion de part du risque économique qui est transférée, qui est supportée par le concessionnaire. C'est un point extrêmement important parce que si vous ne rentrez pas dans cette notion de transfert du risque au concessionnaire, vous êtes qualifié de mauvaise procédure, quoi. En tout cas, le contrat n'est pas le bon, et vous rentrez dans le régime des marchés publics de travaux ou de services classiques. Voilà. Donc ça, c'est une notion extrêmement importante. Et en effet, on peut qualifier la notion de risque économique dans une opération d'aménagement, étant donné que l'opération d'aménagement, le risque va se qualifier à travers la notion de commercialisation des biens. Vous n'êtes pas capable, dans une opération d'aménagement, a priori, de pouvoir cerner de manière très précise les conditions de vente des biens que l'aménageur sera amené à acquérir et à transformer. Et de même pour la transformation soit du foncier, soit des biens acquis par rapport aux risques de pollution, d'archéologie, les risques d'acquisition foncière ou bien de travaux. On peut aller sur le slide suivant, Fulmi. Voilà. Donc, l'autre notion qui me paraît importante, c'est dans le cadre d'un marché public de travaux et de services, c'est bien la collectivité qui reste maître d'ouvrage. De temps en temps, elle a l'habitude de prendre les services, par exemple, d'un conducteur d'opération, ou bien de déléguer sa maîtrise d'ouvrage par le biais de mandats de maîtrise d'ouvrage, hein. Mais par contre, elle garde bien la collectivité le statut de maîtrise d'ouvrage. Ça veut dire que c'est la collectivité qui finalement conserve le financement de l'opération. Donc, c'est à elle de mettre les conditions de mise en place de financement. Dans la concession d'aménagement et à partir du moment où elle a désigné un concessionnaire, c'est le concessionnaire qui prend le statut de maître d'ouvrage. Donc, c'est une notion importante parce que souvent, il y a une confusion. On assimile le concessionnaire à une délégation de maîtrise d'ouvrage, ce qui n'est pas le cas. Donc, le concessionnaire va être chargé de réaliser l'ensemble de l'opération, hein, notamment la réalisation des travaux et des équipements publics qui concourent aux objectifs de l'opération, toute la réalisation des études opérationnelles et les missions qui vont être nécessaires à l'exécution des travaux. L'opérateur aussi va procéder à la vente, la location des biens qu'elle aura acquis à l'intérieur du périmètre de la concession. Et elle peut être aussi, le cas échéant, chargée d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération. Mais comme l'a précisé Valérie de Cise, et je trouve qu'on a la chance d'avoir un outil aujourd'hui d'expérience et bien rodé, qui est l'établissement public foncier Grand Est. Donc, on retrouve sur le territoire Lorraine, Champagne-Ardenne. Et nous, de manière assez classique, on intervient plutôt en partenariat. Et c'est ce que font aussi de nombreuses villes par le biais de conventions. Elles interviennent avec le PFGE pour la maîtrise foncière. Valérie de Cise l'a suggéré, l'a précisé, mais c'est vrai que l'intervention de l'EPFGE est importante, étant donné qu'elle permet d'acquérir un bien, de le transformer et de le rendre compatible ensuite avec la revente à un opérateur, compatible, en tout cas mieux compatible avec les conditions économiques du marché. Étant donné qu'il y a une forme de mécanisme de minoration foncière en fait, qui est opéré entre les coûts réels supportés par le PFGE et les coûts de condition de revente à un opérateur qui ensuite fera des travaux de réhabilitation du bien. Donc ça, c'est une notion assez importante, en fait, c'est cette capacité de PFGE à intervenir en amont
et à retransformer le bien et à le remettre dans des conditions économiques qui sont plus acceptables par rapport au marché des biens immobiliers sur les collectivités. Voilà, on peut passer. Alors, les éléments principaux de la concession d'aménagement, donc je dirais que c'est les éléments un peu contractuels qu'il faut avoir à l'esprit, hein. Donc, ce qui est important, c'est que cette opération d'aménagement et cette concession est définie à travers un périmètre. Donc, il y a un périmètre d'intervention bien précis qui peut être sur des configurations multiples, hein, mais en général, on va retrouver l'ensemble des actions opérationnelles à l'intérieur de ce périmètre d'intervention. Aussi, la concession d'aménagement est définie par son programme de construction et le programme des équipements publics. Une notion importante, dans le programme des équipements publics, on va y trouver aussi des actions en matière d'espace public. Donc, tout ce qui concourt à la requalification de l'espace public en matière de voirie, de réseau, d'espace piéton, de retransformation du cadre de vie, de tout ce qui est extérieur à l'habitat. L'autre notion importante de la concession d'aménagement, c'est qu'elle va s'appuyer sur un bilan financier prévisionnel. Donc, comme je l'ai expliqué, on n'est pas capable dans une concession d'aménagement de prévoir les conditions définitives économiques de l'opération. Donc, on appelle ça un bilan prévisionnel financier. Et ce bilan prévisionnel, bien sûr, est approché au moment de la mise en concurrence du concessionnaire, hein, qui sera retenu, mais il est amené aussi à pouvoir évoluer dans le temps et il est redéfini de manière plus précise en fonction du déroulement des actions successives. C'est un point important. Donc, il peut y avoir des clauses de revoyure, des clauses d'avenant qui peut amener à ce que ce bilan financier prévisionnel puisse évoluer et être adapté aux situations complexes qu'on trouve dans le cadre de ces opérations d'aménagement, notamment de centre-ville, de centre-bourg. Enfin, le dernier critère, c'est la durée de la concession. Ça permet en fait d'inscrire des règles contractuelles avec le concessionnaire dans des délais relativement lents, étant donné qu'il est très rare qu'une concession d'aménagement soit inférieure à 5 ans. En général, elle s'exerce sur des délais de 10 à 15 ans, mais ce sont des délais qui sont pas compatibles avec la difficulté, la complexité et les enjeux financiers de ces opérations qu'on trouve dans les actions cœur de ville et petites villes de demain. Voilà, alors oui, ce qui est important, c'est que c'est bien sûr à la collectivité territoriale de définir ces différentes conditions, hein, qui feront les caractéristiques principales de la concession d'aménagement. Donc, ce n'est pas au concessionnaire de définir ces conditions, mais c'est bien la collectivité qui va mettre en concurrence le concessionnaire sur la base de ces conditions sine qua non. Voilà. On peut passer au slide suivant. Alors oui, peut-être sous une forme d'une synthèse, hein, ça sera ma conclusion. Quels sont les avantages de la concession d'aménagement? Pour moi, la première notion, c'est que la collectivité va confier à un opérateur, donc maître d'ouvrage unique, tout un ensemble d'actions et d'opérations d'aménagement sur un secteur très circonscrit à l'intérieur d'un périmètre, donc avec un objectif de maîtrise des coûts, de qualité d'ouvrage et de respect du programme et des délais. Et pour moi, c'est un dispositif qui permet de concentrer finalement une force d'action publique au sein d'un opérateur unique. Mais bien sûr, c'est un opérateur unique qui va intervenir dans un cadre partenarial avec bien sûr d'autres opérateurs. On a cité celui de l'EPFGE, mais voilà, ça va être les OPH vont être aussi des opérateurs partenaires. Bien sûr, les financeurs potentiels. Les porteurs de projets privés locaux aussi et les opérateurs locaux privés sont aussi des partenaires. Donc l'opérateur, le concessionnaire d'aménagement, finalement, va jouer un rôle d'ensemblier qui met en œuvre tout un tas d'actions multiples dans le domaine de l'habitat, de l'aménagement, de l'espace public. Dans le domaine des mobilités aussi, on a régulièrement la possibilité d'intervenir dans le domaine de l'offre de stationnement, hein, de l'offre de mobilité en termes de restructuration, de qualification des espaces publics. Donc aussi dans le domaine de l'activité économique et commerciale. Donc vous voyez que c'est un contrat qui permet finalement de réunir un ensemble d'actions multiples, concentrées et qui est relativement maîtrisé dans ses coûts, dans ses délais
et dans ses objectifs. Donc voilà. Alors l'autre point important, et j'en ai touché deux mots précédemment, c'est que le concessionnaire va assurer le financement de l'opération, donc par le biais d'emprunts. Alors, mais par contre, dans un cadre extrêmement précis juridique, qui est que les emprunts devront être garantis par la collectivité. Donc, en général, les emprunts sont garantis à hauteur de 50 à 80%. Donc, il faut que la collectivité ait aussi la possibilité d'apporter ces garanties pour que l'opérateur puisse obtenir des financements. Voilà, enfin peut-être préciser qu'en effet, les modalités de participation donc, du concédant, donc de la collectivité contractante avec son concessionnaire, sont définies dans le cadre du contrat de concession d'aménagement. Donc ça permet au concédant, à la collectivité, de pouvoir budgéter aussi ses besoins de participation. Et au même titre, ça permet aussi de définir les autres financeurs contributaires pour apporter un petit peu l'équilibre de ces opérations. Parce que, étant donné qu'on intervient dans le cadre de contextes complexes et plutôt de marchés détendus, on est plutôt sur des configurations de concession d'aménagement et d'opérations qui sont déséquilibrées. Enfin, point important, hein, c'est tant bien même que l'opérateur et le concessionnaire est maître d'ouvrage, ça ne veut pas dire qu'il va dérouler tout seul de son côté l'opération. On est bien sûr dans des conditions de gouvernance aujourd'hui et de cadres d'échange qui sont contractualisés dans le cadre de la concession. Et la collectivité garde un rôle, bien entendu, majeur, notamment par rapport à son rôle de porter les politiques publiques hein, et d'assurer un petit peu politiquement aussi l'opération. Ça paraît important. Donc, toute la gouvernance et les modalités opératoires de l'opération se fait bien sûr dans un cadre extrêmement partenarial avec la collectivité par le biais d'instances de comités techniques et de comités de pilotage. Voilà. Je vais m'arrêter là. Hein. L'idée, c'était de balayer un petit peu les grandes composantes de la concession d'aménagement, mais on va pouvoir aussi l'illustrer à travers l'exemple de la CEDA sur Château-Thierry. Voilà, je vous remercie. Ok, merci à Bertrand. Donc, on va passer la parole à la CEDA et je remercie les deux intervenantes qui ont bien voulu nous présenter leur territoire et l'exemple de la concession d'aménagement parce qu'on n'en a pas trouvé. Malgré l'intérêt qu'on porte à ce dispositif, on n'en a pas trouvé en Lorraine. Ok, bon, je vous passe la parole. Merci. Donc, moi, je suis Madame Zakaria de la CEDA. Je suis responsable d'opération en charge de la concession de Château-Thierry. Donc, je travaille avec Marion Delettre sur la concession. Juste rapidement, pour vous expliquer un peu l'objectif de notre intervention, on va aussi bien vous présenter où on se situe, pourquoi la ville en est venue à faire une concession d'aménagement et donc aussi rebondir sur la présentation précédente. On va également vous présenter les différents axes d'intervention dans le cadre de la concession avec un petit focus quand même sur l'habitat et l'habitat dégradé parce que c'est quand même un point très important dans le cadre des concessions en centre ancien et donc petite ville de Devemen et Action Cœur de Ville. Et puis faire un petit bilan et vous expliquer aussi les difficultés qu'on a pu avoir et que vous allez certainement rencontrer, mais qui peuvent être surmontées dans le cadre d'une opération comme celle-là. Je vais laisser Marion commencer à présenter. Alors, nous, on travaille toutes les deux sur la ville de Château-Thierry, et plus précisément sur le centre ancien. Château-Thierry, c'est une ville, c'est la plus grande ville du sud de l'Aisne. Elle comptabilise environ 15 000 habitants et elle est la ville majeure de l'agglomération qui regroupe plus de 47 communes. On a une très très bonne accessibilité de par l'autoroute A4 et le train qui nous mène directement à Paris, ce qui fait qu'aujourd'hui on est à 1 heure de Paris et à 45 minutes de Reims. Et ce qu'il faut noter, ce qui est très important, c'est qu'on est l'une des 2 seules villes du département à avoir un solde positif pour la population. Toutes les autres sont négatives. La ville de Château-Thierry a beaucoup de ressources et de potentiel, et ça, la ville en a pris conscience. Et donc, elle a une notoriété à développer en termes de tourisme autour du Champagne, des artistes, des écrivains et du mémorial de guerre, notamment en lien avec les États-Unis. On peut passer à la page suivante. Voilà, mais tout ça, ça amène de nombreux défis, notamment pour le centre-ville,
qui a dû faire face à l'étalement urbain dans les Villages alentours. voilà, dans les villages alentours, pardon. C'est notamment dû déjà par la proximité de Paris. On a beaucoup de flux pendulaires, donc ça amène un pouvoir d'achat supérieur. Mais les personnes qui sont déjà axonaises et qui ne vont pas sur Paris ou sur Reims, elles ont forcément un pouvoir d'achat plus limité, comme dans tout le reste de l'Aisne. La proximité de Paris, c'est aussi une menace pour la ville dortoir. Il y a 5 ans, quand on est arrivé, il y avait beaucoup de marchands de sommeil en centre-ville, de propriétaires qui, sans forcément être marchands de sommeil, mais qui ne prenaient plus soin de leurs biens et qui ont laissé leurs biens se dégrader au fur et à mesure sans entretien. Voilà, donc ça pose un réel souci pour les personnes qui ont un pouvoir d'achat moindre. Donc il y a aussi le caractère dégradé du bâti en centre-ville, voilà, par un mauvais entretien. Par des propriétaires aussi qui ont acquis des biens et qui ont laissé les biens, enfin qui ne sont pas sur place, qui sont voilà, à Strasbourg, ou on en a d'autres sur l'île. Voilà, ils sont pas au courant, soit ils sont pas au courant, soit ils ont complètement délaissé le bien et ne s'en occupent plus. Ça pose de réels soucis. Il y a la décroissance aussi de la population depuis 30 ans. Mais on voit qu'avec notre intervention et nos échanges avec les propriétaires, les populations commencent à revenir dans le centre-ville. Il y a aussi la paupérisation des commerces. À Château, on a 2 espaces commerciaux, une rue commerçante sur la rive nord et une rue commerçante sur l'île. La rue Carnot, qui est sur l'île, se porte très bien. La rue piétonne, rive droite, il y avait presque une quinzaine de commerces qui étaient vacants quand on est arrivé. Enfin voilà, au final, plus personne n'allait dans cette rue. C'était limite si elle était inexistante, en fait. Et il y avait la nécessité de revaloriser les espaces publics qui manquent clairement de lisibilité. Aujourd'hui, ça servait plutôt de rond-point ou juste d'espace de stationnement sans vraiment d'espace de qualité. Donc voilà, c'est tous les défis principaux auxquels la ville voulait répondre. Du coup, c'est pour ça qu'elle a lancé la concession d'aménagement. Donc, pour lancer une concession d'aménagement, ce qu'il faut savoir, c'est que la commune doit au préalable lancer une expertise urbaine avec des volets très très larges, autant sur le commerce, l'habitat, les espaces publics, ça peut être les transports, enfin voilà, c'est tout un panel de domaines à étudier. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une étude qui prend à peu près 1 an, mais ça permet à la collectivité d'avoir un périmètre d'action, des îlots, donc des secteurs prioritaires d'intervention clairement définis, et un arrêt de programme avec une estimation du coût des travaux. Enfin, voilà. Donc les chiffres clés du marché, c'était 10 ans, une durée de 10 ans, donc dès 2016. C'était à l'origine 14 îlots. Aujourd'hui, on en est à 17 avec 10 prioritaires. Et il y avait environ une petite dizaine d'espaces publics qui aujourd'hui a été réduit à... On n'en est plus qu'à 2. D'ailleurs, c'est pas trop, c'est 2. Voilà. Donc, les missions principales qui ont été données aux prestataires, c'était la recomposition et le renouvellement urbain des îlots dégradés, ceux qui avaient été ciblés dans la concession, la lutte contre l'habitat indigne par l'amélioration de l'habitat, la redynamisation du commerce de centre-ville et notamment de la grande rue, l'espace piétonnier, et la requalification des espaces publics. Donc pour aller un peu plus loin, c'est la CEDA qui a été missionnée pour réaliser cette concession dès juillet 2016. Donc la CEDA, qu'est-ce que c'est? C'est une société d'économie mixte. On a des capitaux publics, mais notre fonctionnement revient à une entreprise classique avec... ce sont nos opérations qui nous rémunèrent. Elle a été créée en 1959 à l'initiative du département de l'Aisne. C'est un outil, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'une SEM est un outil de la collectivité. On vous aide, clairement, vous êtes dans plein de sujets, mais voilà, on est un outil. On ne prend pas votre place. Vraiment, on est là pour vous.
Donc, nous, on intervient dans le domaine de l'aménagement, de la construction et du développement. Et voilà, nos savoir-faire, constituer des réserves foncières, requalifier les espaces publics, planifier le développement urbain, mener des études et définir le programme de futurs équipements publics et estimer bien sûr les enveloppes financières pour tous vos projets. La page suivante. Donc là, c'est pour vous rapidement vous présenter la concession. Donc notre périmètre, c'est tout ce qui est à l'intérieur du trait blanc et les îlots qui ont été définis sont aussi en trait blanc avec des petits numéros. Ceux qui sont en trait plein, ce sont les 10 îlots prioritaires aujourd'hui et les traits discontinus, ce sont les îlots qui ont été écartés, soit parce qu'on peut les mettre dans d'autres dispositifs, soit parce qu'ils peuvent sortir eux-mêmes par des travaux avec des propriétaires, des investisseurs ou autres. Voilà. Et nous, on intervient donc sur tous les traits qui sont pleins, en ayant bien sûr un regard sur ce qui se passe à côté, sur les îlots qui sont en trait discontinu. Et on a aussi donc les espaces publics qui sont en orange. Les traits pleins, ce sont les espaces publics prioritaires. Donc au nord, on avait l'hôtel de ville qui est reparti dans les mains de la collectivité parce que c'est le projet phare du maire pour son mandat. Donc on ne le fera pas, mais par contre, on a fait au sud la place Maréchal Leclerc. Voilà, donc on va faire ça et un espace public dans l'îlot 3. Juste pour votre information, je vous laisse repérer tout à gauche de la carte, c'est l'îlot 8, on en parlera après, mais au moins comme ça, vous saurez le cibler. Voilà. Pour compléter le propos de Marion, les îlots, ils ont évolué aussi. Donc là, je vais rentrer dans le dur du sujet. Là, dans le cadre de la concession d'aménagement, on a la délégation du droit de préemption urbain. La délégation du droit de préemption urbain, ça fait que la collectivité nous transmet toutes les DIA qui sont déposées à la ville au moment des ventes. Donc, le premier travail de la CEDA au moment où on a eu la concession d'aménagement, et ça a été le gros travail qui a été fait par Marion et par la personne qui était là avant moi, ça a été de visiter tous les biens mis en vente dans le secteur de la concession, îlots et en dehors des îlots. Donc, ça a vraiment été un travail de fourmi. Et c'est pour ça aussi que on s'est rendu compte que en centre ancien, même s'il y a des bâtiments qui sont fortement dégradés en extérieur, quand vous rentrez, il y a certaines façades qui vous paraissent en bon état, quand vous rentrez dedans, eh bien, en fait, ce n'est pas du tout en bon état. Et c'est pour ça aussi que nous, on a eu un rôle d'alerte auprès de la communauté d'agglomération et de la ville, et c'est là que le travail partenarial a toute son importance, c'est que nous, on a alerté la communauté d'agglomération qui a la compétence en matière de péril, pour lui dire attention, voilà, il y a ce bien qui est en vente, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui habitent dedans, voilà. Et donc on a adapté, et donc la question aussi du bilan qui peut évoluer selon le projet, ce qui était dit dans la précédente présentation, effectivement ce bilan aussi, il peut être amené à bouger parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui n'avaient pas été perçues au moment de l'étude préopérationnelle et qui du coup le budget du coup nécessite d'être revu lors de constats de bâtiments fortement dégradés et dangereux. Vous pouvez passer. Donc, les grandes lignes, parce que je pense que c'est ce qui va intéresser tout le monde aussi. Après, voilà, il faut garder en tête qu'on est dans Action Cœur de Ville, on n'est pas dans Petite Ville de demain, on est sur on a quand même 10 îlots, c'est un gros projet. En gros, on est sur un bilan à 14 millions d'euros. Initialement, il était à 12 millions 2, on est à 14 millions 100. On a, là, c'est un bilan qu'il faut voir du côté aménageur. Donc, nous, dans nos dépenses, on a effectivement tout ce qui est dépenses générales de l'opération, études générales sur tous les îlots ou non affiliés à des îlots. C'est également l'entretien de la maison Cœur de Ville, parce que c'est un des îlots de la concession qui est le lieu de notre lieu de travail à nous, c'est-à-dire que nous, CEDA, on a fait le choix de travailler à Château-Thierry. C'est-à-dire que pour Marion et moi, la concession de Château-Thierry, c'est 90% de notre temps de travail. Voilà, c'est aussi ce qui est important de comprendre pour les collectivités, c'est qu'au final, avoir un concédant, c'est aussi de ne pas avoir deux personnes à la ville qui vont être affiliées à cette opération. L'habitat représente quand même 9 500 000 € sur le budget global et les espaces publics 2,8 millions. Niveau recettes, ce qui va vous importer aussi, niveau collectivité, c'est la question de la participation en ville. Effectivement, une concession, légalement, doit être équilibrée. Vous ne pouvez pas avoir une concession déséquilibrée. Une fois que vous avez mis dans vos recettes de vente et de location des biens immobiliers et les différentes subventions que vous pouvez avoir, effectivement, il y a une participation de la ville qui se présente sous 3 volets.
Il peut y avoir de l'apport en nature. Nous, à Château-Thierry, il y avait 2 immeubles et un foncier libre qui étaient disponibles et qui ont été mis en apport en nature. Un apport en nature, c'est quoi? Dans votre bilan, il est aussi bien dans vos dépenses que dans vos recettes. Donc, ça équivaut à un apport à l'euro symbolique. Après, il y a une participation sur les dépenses générales et donc sur les dépenses générales, c'est-à-dire dépenses globales plus sur les déficits qu'il peut y avoir sur chacun des îlots. Parce que, comme vous allez le voir, parce que je vais faire un focus sur l'habitat, nous n'avons que des opérations déficitaires sur l'habitat. C'est-à-dire que si les opérations pouvaient sortir seules, nous ne serions pas là. Si les opérateurs privés pouvaient faire seuls, nous ne serions pas là. Et on a l'exemple sur une autre ville de l'Aisne qui n'a pas encore lancé de concession, qui est Laon, qui, lui, eux, ont fait le fonctionnement inverse, c'est-à-dire qu'ils ont fait une étude globale. Ils ont laissé partir les îlots qui pouvaient partir seuls avec des opérateurs privés. Et maintenant qu'il ne leur reste plus que les îlots complètement dégradés et où il y a des blocages et où il faut aller chercher des subventions particulières et où il y a des montages spécifiques à mettre en place, maintenant ils sont en train de finaliser l'étude urbaine globale pour pouvoir lancer une concession, pour avoir un concédant qui s'occupe des îlots qui n'arrivent pas à sortir seuls. Voilà, c'est un peu la logique de pourquoi on est là. C'est parce que les opérateurs privés ne peuvent pas faire aussi. On peut passer. Donc là, c'est un petit panel de nos biens immobiliers, de la beauté de nos îlots fortement dégradés dans la concession. Donc, on est sur des bâtiments, sur les îlots, 90% de nos îlots sont soit sous le coup d'un arrêté de péril. Donc, un arrêté de péril, c'est un arrêté qui impose des travaux de mise en sécurité et de résorption du risque. C'est-à-dire que ça n'impose pas la remise en état global du bien, je précise, parce que ça c'est un autre dispositif. Les arrêtés de péril obligent le propriétaire à mettre en sécurité un bâtiment qui est dangereux. Donc voilà, nous on a quasiment tous nos îlots qui ont un arrêté de péril, qui soit imminent ou pas imminent, qui interdisent définitivement l'habitation ou pas, et on a un bien qui est insalubre. Tout ce travail-là, ça permet de réhabiliter 36 logements et de créer 45 logements neufs. Et on intervient également sur les rez-de-chaussée commerciaux, parce que comme l'expliquait Marion, on intervient sur des îlots qui, pour la majorité, sont sur la rue piétonne de Château-Thierry. La rue piétonne a un linéaire de façade commerciale protégée. Donc, quand on acquiert les bâtiments, on participe à la remise en état des logements, mais également au travail avec des opérateurs déjà en place ou l'implantation de nouveaux opérateurs dans les nouveaux rez-de-chaussée commerciaux. On peut passer. Donc, le foncier, c'est le nerf de la guerre. Donc, on a eu l'explication de l'EPF et du travail qui est réalisé par l'EPF. Nous, à Château, il n'y a pas de convention avec l'EPF. L'EPF qui est dans notre secteur, c'est l'EPFLO, qui a une convention avec la ville de Soissons, mais la ville de Château-Thierry n'avait pas compris l'intérêt d'avoir une convention avec l'EPF. Maintenant que je travaille dedans, je confirme qu'il y avait un intérêt à avoir cette convention initialement à la concession. Parce que du coup, nous, CEDA, quand on est arrivé en 2016, donc 2 ans avant Action Cœur de Ville. On a intégré Action Cœur de Ville en cours de route. Et c'est vrai qu'Action Cœur de Ville a sensibilisé les villes à l'intérêt de s'associer et de signer des conventions avec les EPF. Ce n'était pas le cas à Château-Thierry. Donc nous, quand on a répondu à la concession, on s'est engagé à réaliser toutes les acquisitions. Il n'y avait aucun bien ville à part les 3 apports en nature dont je vous ai parlé précédemment. Donc, au-delà de lancer les études techniques, opérationnelles, il a aussi fallu travailler sur l'acquisition de tous les biens de tous les îlots. Donc, on a effectivement 3 strates d'intervention, les acquisitions à l'amiable, on a fait un travail de négociation. On était accompagné par la CET, qui est un organisme qui est affilié à la Caisse des dépôts et qui accompagne tous les EPL et toutes les SEM de France. Nous, on a passé une mission d'AMO avec eux pour qu'ils nous accompagnent sur le volet foncier. On a également réalisé des préemptions, vu qu'on a la délégation du lot de préemption, on a eu l'occasion de pouvoir préempter certains biens. Voilà, donc ça, c'était vraiment dans les premières années, 2017, 2018. Ils ont travaillé surtout à de la préemption. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en parallèle, nous, on a lancé les études techniques, on a travaillé avec la communauté d'agglomération, on les a alertés, et donc de fait, il y a eu des périls qui ont été posés, et qui ont été posés sur des biens qui étaient fléchés dans le cadre de la concession, mais aussi sur des biens extérieurs à nos biens, à nos futurs biens. Pour ce qui est de nos biens immobiliers, la pose de péril a soit motivé des propriétaires à vendre,
soit nous a permis, nous, du coup, de pouvoir déclencher ce qu'on appelle les DUP Vivien, qui sont des systèmes d'expropriation, je vais la faire simple, c'est-à-dire des systèmes d'expropriation qui sont censés être plus rapides, avec un coût beaucoup plus bas. C'est-à-dire que l'estimation des domaines, elle est basée sur la valeur d'un immeuble qui est déjà dégradé, duquel on déduit le coût de démolition et de reprise des mitoyens. Donc, le bien, il est égal à moins quelque chose. Après, ce n'est pas une solution miracle. Nous, on intervient. Je sais que ça fait peur quand on utilise le mot expropriation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'exproprie pas des propriétaires occupants qui ont des difficultés à faire des travaux chez eux. On exproprie des gens qui sont des marchands de sommeil, qui décident même de continuer à louer leurs biens à des gens dans un bâtiment qui est en péril avec interdiction définitive d'habiter. On parle de gens qui ont été... il y a eu des alertes qui ont été faites au procureur de la République. Voilà, c'est tout ce type de démarche qui est aussi porté par la SEM dans le cadre de l'opération. Et en parallèle de ça, en parallèle des alertes à la com d'Aglo, il y a aussi la question de l'OPARU qui a été mise en place à Château-Thierry en même temps que 2 ans après le début de la concession d'aménagement. Donc c'est un peu tout ce travail ensemble qui ont fait que le foncier a pu bouger. Et nous, de notre côté, effectivement, on a travaillé sur de l'acquisition, de la préemption, de l'expropriation. Et aussi, on a eu la délégation de ce qu'on appelle une opération de restauration immobilière. Et là, ce qui est appelé ORI, où là, la CEDA a défini un certain nombre après plusieurs travails d'études, de rencontres de propriétaires, on a fléché des biens immobiliers de propriétaires bailleurs, donc non occupants, avec une obligation de réalisation de travaux de réaménagement complet de leur immeuble. Comme on est comme pour tous les centres anciens, on est sur des immeubles mitoyens, dégradés. Si nous, CEDA, on intervient, on fait des travaux de réaménagement, de reprise structurelle, parce que voilà, nous, l'habitat, on travaille sur des biens fortement dégradés, ou même Marion va vous le montrer après dans l'exemple de l'îlot 8, on démolit sur les arrières, on a des reprises structurelles importantes, on est sur des coûts au mètre carré de travaux qui sont équivalents à parfois 3 000, 3 800 € du mètre carré de réhabilitation, ce qui est énorme parce qu'en plus, il y a le foncier, mais il y a aussi la dangerosité des bâtiments. On ne peut pas se permettre de laisser des immeubles qui sont moins dangereux, mais qui nécessitent quand même une reprise totale façade et interne à côté. Le discours qui est porté par la ville, et ça j'y tiens, une concession d'aménagement ne peut fonctionner que s'il y a un discours politique qui porte le projet. Quand on a commencé la concession d'aménagement, on disait non, mais les propriétaires, il ne faut pas trop y toucher, les pauvres, et puis vous savez... Jusqu'au jour où le nouveau maire, il a dit, bon, allez, on prend tout le monde, on va faire le tour de la concession et on va leur montrer pourquoi il y a une concession d'aménagement. Et quand tout le monde a vu ce qui se passait dans le cœur de ville de Château-Thierry, tout le monde a dit, bon, maintenant, il faut exproprier, même l'opposition. Donc voilà, c'est aussi un travail pédagogique à faire auprès de tous les intervenants et tous les opérateurs et tous les partenaires sur l'opération. On peut continuer. Donc, sur le volet habitat, je fais rapidement, juste pour vous dire que grosso modo, les recettes des opérations, c'est un tiers, un tiers, un tiers. C'est un tiers lié à la cession des immeubles, un tiers de subvention, un peu plus d'un tiers, un tiers, un tiers, mais bon, un peu plus d'un tiers de subvention. Comme on est sur des biens qui sont fortement dégradés, insalubrité ou en péril, nous, CEDA, en tant que concessionnaire, on monte aussi tous les dossiers de demande de subvention. Donc, de demande de subvention, c'est-à-dire qu'on a 50% des études de faisabilité qui nous sont subventionnées par l'ANA, 70% des études de calibrage, et aussi, on a tout le volet relogement, parce qu'évidemment, tous les immeubles qu'on achète, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en centre ancien, il y a des gens qui habitent dedans. Donc, quand vous achetez un bien, il faut reloger les gens. Donc, nous aussi, c'est aussi notre mission de travailler sur le relogement de tous les locataires. Voilà. Et ensuite, on a également les subventions. On a été éligible à fonds friche. Donc ça a été une très, très belle surprise de l'année dernière. Et la participation de la ville qui représente un peu plus de 3 millions d'euros. Mais sur une concession à 14 millions d'euros, on a presque 10 millions qui est sur l'habitat. Sur l'action sur les espaces publics, ça aussi, on ne le répétera jamais assez. Réhabiliter de l'habitat, mais pas travailler sur l'espace public, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que vous allez mettre de l'argent sur du... Alors, j'exagère un peu, c'est mon côté... mais ce que je veux dire, c'est que vous allez injecter de l'argent public sur des bâtiments, c'est-à-dire avec la volonté d'attirer des gens. Vous n'allez pas attirer des gens en ayant des trottoirs qui sont complètement inadaptés, avec un espace public qui ne correspond plus aux attentes actuelles. C'est un travail global.
Et ça, les gens voilà, c'est aussi un travail d'explication. Mais typiquement, la place donc, que je vous montre, la place Maréchal Leclerc, c'était le fameux rond-point dont parlait Marion tout à l'heure. Ça fonctionnait en rond-point. On avait une place avec des grands arbres. Alors tout le monde s'est ému aux larmes quand on a abattu les 3 arbres. On nous a dit qu'on était des assassins. Mais quand on a fait la nouvelle place et qu'on a replanté 6 arbres de 25 mètres sur la place, qu'on a retravaillé les places de stationnement, on a réussi à conserver quasiment le même nombre de places de stationnement. On l'a juste pensé différemment. Maintenant, on est passé d'un secteur, on a 10 000 voitures au jour quand même qui passent à cet endroit-là, ce qui est énorme pour une ville comme Château-Thierry. Mais maintenant, c'est un espace partagé, c'est-à-dire qu'on est sur une zone 30 en zone partagée. Ça aussi, on nous a dit que ça ne fonctionnera jamais, il y aura des morts. Ça fait 2 ans, il n'y a pas eu de mort, ça fonctionne très bien. Et les gens ont pris l'habitude. Voilà, voilà, ça vient, mais ça prend du temps. Et j'insiste, mettre 9 millions d'euros dans du logement sans mettre d'argent sur de l'espace public qualitatif, c'est impossible. Et même si l'espace public est obligatoire dans le cadre d'une concession, on sait que certaines collectivités, l'espace public, c'est un sujet moindre que l'habitat sur de la rénovation urbaine. Mais en fait, non. Ça fait vraiment c'est une part complète de la redynamisation d'un centre ancien. Vous pouvez passer. Et donc, l'autre travail, et ça c'est le volet de Marion aussi en partie quand même, tout le volet commercial, nous on a eu tout un travail, on a été un peu la porte d'entrée de tous les porteurs de projets qui souhaitaient s'implanter à Château-Thierry. Effectivement, la rue piétonne, elle était déserte. Moi, quand je suis arrivée, vous arriviez au milieu de la rue, et puis après, il y avait le haut de la rue, tout était vide. Et puis progressivement, c'est revenu. On a travaillé avec, on a créé, je vous montrerai un peu le travail partenarial qui est fait, mais on a travaillé avec les chambres consulaires, CCI, CMA. On a travaillé aussi avec la Com d'Aglo, avec la ville, avec la manager de centre-ville qui est arrivée il n'y a pas si longtemps. Nous, on a fait une boutique éphémère. Pareil, c'était pas du tout dans la culture locale. On comprenait pas l'intérêt jusqu'au jour où ça a marché et où les gens sont venus et tous les mois ont changé. Et on a 3 personnes qui se sont stabilisées, qui sont restées dans la grande rue finalement, dont même une personne qui a carrément racheté un petit immeuble et qui va refaire un appartement, qui va refaire tout son rez-de-chaussée commercial. Donc ça, c'est vraiment notre grosse réussite. Et on a aussi eu un travail d'accompagnement de commerçants qui étaient déjà en place avec l'acquisition grâce au droit de préemption également du rez-de-chaussée commercial. On a pu acheter un rez-de-chaussée et réimplanter une pharmacie qui souhaitait acheter. Et donc, de fait, on lui a facilité l'accès à ce local. Et donc, ils ont pu acheter le local et s'implanter à cet endroit-là. Je vais aller rapidement, mais l'idée, c'est de vous dire une concession en renouvellement urbain, en tout cas, nous, elle fonctionne parce qu'on fonctionne tous ensemble. C'est un ensemble. Ce n'est pas que la concession, c'est la concession, c'est l'OPA-RU. C'est aussi, on a conventionné avec Action Logement. Alors, je sais que dans Petite Ville de Demain, Action Logement, ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, nous, ça nous a aidés. C'est aussi la mise en place de l'opération de restauration immobilière. C'est tous ces éléments-là qui nous ont permis aussi d'avoir un marketing territorial et une sensibilisation auprès de la population qui a permis aussi que les choses bougent. On peut passer. Bon, c'est un gros schéma avec plein de bulles, mais qui veut dire qu'en fait, Action Cœur de Ville, une fois de plus, c'est pour montrer que la concession, elle fait beaucoup, mais elle ne peut faire beaucoup qu'avec les autres. C'est-à-dire que on travaille, nous, on a un comité de suivi. Là aussi, ce qu'on disait, le bilan, il évolue une fois par an. Vous présentez votre bilan au conseil municipal. Mais ça, c'est légalement. En vérité, nous, on a un comité de suivi tous les mois. Tous les mois, on tient à informer la ville et la communauté d'agglomération de l'évolution de projet, de ce qui se passe, des points bloquants, de ce qu'on voudrait voir évoluer, de l'impact que ça peut avoir sur le bilan opérationnel. On n'arrive pas le 30 juin, une semaine avant le conseil municipal, pour dire voilà, on va vous demander 200 000 € de plus de participation. Non, c'est un travail au quotidien. Nous, on a une chef de projet Action Cœur de Ville, et donc il y aura des chefs de projet Petite Ville de Demain. C'est un travail partenarial entre la SEM et la chef de projet. Ça peut pas fonctionner autrement. Et pour le coup, nous, on a le cas sur une autre ville où il y a le chef de projet Action Cœur de Ville et le chef de projet de la CEDA, où le fonctionnement n'est pas le même, et on voit bien que c'est moins bien huilé en termes de fonctionnement. Voilà. Et voilà, après, il y a tout le volet commerce. Nous, on est la dernière ville à avoir le FISAC qui avait été mis en place, donc on a pu proposer des aides financières aussi aux porteurs de projets au niveau des rez-de-chaussée commerciaux. Donc ça aussi, ça nous a beaucoup aidé. On a le comité de commerce qui nous permet justement d'avoir ce travail partenarial avec les chambres consulaires. Et puis, effectivement, tout le volet logement, où nous, on est greffé à ces comités-là. Ce n'est pas nous qui les animons, mais ça nous aide sur notre travail, par exemple sur le relogement. Le comité de mal logement nous permet d'alerter sur des cas compliqués pour du relogement.
Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de gens autour de la table, que ce soit la ville, la police municipale, l'ARS, le CCAS, les opérateurs OPA-RU. Voilà, sur les comités OPA-RU, ça nous permet de rencontrer la DDT, ça nous permet de rencontrer la Comdaglo. Voilà, c'est pas de la réunionnite pour faire de la réunion, c'est vraiment des lieux d'échange et d'aide sur les points bloquants au niveau de la concession ou sur le cœur de ville de Château-Thierry. Vous pouvez passer. Bon, ça reprend la même chose que tout à l'heure. Les actions financières, elles doivent venir du concessionnaire, mais aussi de l'initiative privée, mais aussi des aides qu'on peut avoir à côté. Nous, on est... alors, vous devez avoir des villes aussi qui sont concernées, mais nous, comme on est en zone où on a une SPR, anciennement ZPPAUP, AVAP, il y a de la défiscalisation, Malraux, et ça attire pas mal les opérateurs. S'ils mixent le Malraux avec l'OPA-RU, voilà, c'est des montages financiers qui permettent de faire partir des biens qui, initialement, au niveau de la concession, ne devaient pas partir auprès d'opérateurs privés. Et avec les nouvelles aides financières, on a réussi à faire partir des îlots et donc à alléger le bilan de la concession aussi. Ça ne va pas que dans le sens où on demande plus d'argent. On arrive aussi à dire non, mais c'est bon. En fait, moi, j'ai travaillé à bilan ouvert avec des promoteurs parce que c'est aussi notre travail hein, d'aller chercher les opérateurs. Quand vous êtes sur un secteur détendu, moi, j'ai connu l'Île-de-France avec 20 promoteurs qui voulaient un terrain. Maintenant, je connais Château où j'ai moins 0,20 promoteurs qui veulent les terrains. Donc, il faut aller chercher les gens, il faut les accompagner sur les montages financiers, il faut travailler avec eux. Voilà. C'est aussi le travail de la SEM, ce travail-là, d'aller chercher, de trouver, de monter, de cadrer. Nous, on vend nos biens avec cahier des charges de cession. Et ce cahier des charges, il est travaillé avec la ville. Donc, on a une visibilité et surtout on cadre le projet, le programme, les délais dans lesquels ça va être fait par les futurs opérateurs si ce n'est pas fait par la SEDA. On ne laisse pas partir des biens sans être sûr de ce qui va se passer. On a une clause qui fait que si les gens ne font pas dans les délais et qui ne respectent pas ce qu'on a mis dans le cahier des charges, on récupère le bien. Et ils perdent l'argent qu'ils ont investi dedans. Donc, ça cadre. Vous pouvez passer. Là, c'est pour vous montrer un peu l'effet global d'intervention sur les différents îlots. Effectivement, si je prends les cartes, il y a nos îlots. Les points rouges, les points, c'est l'ORI. Donc, vous voyez l'opération de restauration immobilière, ce dont je vous parlais tout à l'heure, là où on oblige des propriétaires à faire des travaux ou s'ils ne sont pas en capacité à vendre. Je précise des propriétaires bailleurs et non pas des propriétaires occupants. Voilà, on voit qu'il y a quand même une stratégie autour des îlots. Je n'ai pas pu indiquer l'OPA-RU, mais les adresses d'OPA-RU aussi sont finalement, on s'est rendu compte, sont finalement assez proches de nos îlots. Donc on se dit qu'aussi, cette concession, elle a aussi un effet levier. C'est-à-dire que les propriétaires, ils ont un bien dont ils n'ont pas fait grand-chose, qui n'est pas forcément extrêmement dégradé, mais dont ils ne sont pas vraiment occupés. Quand vous voyez qu'autour de vous, ça bouge et que votre bien, il peut gagner aussi en termes de loyer. Vous êtes gagnant en tant que propriétaire à avoir des choses qui bougent autour de chez vous. Ça motive pas mal et ça fait venir des investisseurs qui aussi, eux, se greffent près d'adresses proches de nos îlots. Donc, voilà, c'est un effet levier, c'est un tout. Vous pouvez passer. Marion, je te laisse présenter l'îlot 8. Donc là, l'exemple qu'on va vous poser, c'est l'exemple concret, les travaux de démolition ont commencé début de semaine. Donc c'est l'îlot 8, c'est un immeuble à plusieurs entrées, c'est très biscornu, très étrange à l'intérieur, et une maison à l'arrière avec un appentis. En fait, quand on a réalisé les premières études avec la SEDA et un cabinet spécialisé pour voir l'état des biens, on a vu cet immeuble qui était défini comme îlot 8, on a vu une façade qui était plutôt pas moche. Et quand on est rentré dans la cour, c'est la dernière photo que vous voyez, et la première avec l'appentis, c'est mauvais, c'est sale, c'est tout ce que vous voulez. C'est des marchands de sommeil qui louent ça à qui louent leurs biens à des familles qui sont dans le besoin et qui ne peuvent pas répondre aux critères des bailleurs sociaux ou des bailleurs privés. C'est des biens avec des énormes fissures, avec des murs qui menacent de tomber, comme on voit sur la photo en haut à droite. C'est limite de l'insalubrité et de l'indignité. Donc, nous, on est rentrés, on a fait le tour et on s'est dit qu'il fallait à tout prix acquérir ces biens, tout l'ensemble. Donc, on a acquis la totalité. On a fait une demande de subvention à l'ANA à la fois sur le calibrage et sur le déficit d'opération. Les deux nous ont été validés et on revend
revendra l'ensemble à un opérateur social dans le cadre d'une VFA. C'est la vente en l'état futur d'achèvement, c'est-à-dire qu'on signe un contrat avec le bailleur et à chaque élément déclencheur, la SEDA est rémunérée sur une partie du prix de la vente. Juste pour revenir sur le bilan, cet îlot, il a clairement changé de tête parce qu'à l'origine, on faisait des plateaux qu'on revendait à un bailleur. Et quand on a trouvé l'opérateur social, lui nous a dit « Ah non, non, moi je veux l'ensemble aménagé, trouver une solution ». Donc voilà, on a retravaillé avec eux les bilans et aujourd'hui, le bilan n'est plus le même, mais ça rentre dans tout ce qu'on a proposé à la ville en termes de dépenses et en termes de recettes, on s'y retrouve largement. Donc là, l'idée, ça va être un programme de 7 logements sociaux. On peut aller à la page suivante. Là, c'est juste pour vous montrer un petit peu le bâtiment. Donc, c'est le projet final. La première partie à gauche, c'est la façade. Il y aura un changement de menuiserie, un ravalement de façade, mais ça restera la façade d'origine. Par contre, à l'arrière, on va démolir énormément. On va reconstruire un petit bout d'immeuble. Mais l'idée, c'est d'ensoleiller cet espace Il faut passer qui le est la slide, cour. parce qu'on s'en rend plus compte sur la slide d'après. Voilà, donc le bâtiment avant, il reste. Tout ce qui est en rose, c'est tout le bâtiment qui existe à l'origine et qui va être démoli. Et donc en fait, tout ça, ça va apporter de la luminosité à la fois au bâtiment et à la fois aux voisins. Et ça va rendre l'ensemble un peu plus lisible et un peu plus facile d'accès et autres. Donc l'idée, c'est on garde le bâtiment qui est sur rue, on reconstruit un tout petit bout et on crée une vraie cour avec des jardins en terrasse et un grand jardin sur l'arrière avec un local ménager et d'ordures ménagères et un local vélo. Donc juste pour vous donner des indications, le coût travaux y compris maîtrise d'œuvre, c'est 1 100 000. Et là-dessus, on a réussi à avoir des subventions à hauteur pour les travaux de 463 000 € par l'ANA, ce qui représente quand même un très gros budget pour cet îlot qui n'est pas forcément le plus visible, mais qui aura vraiment un impact sur tout le positionnement des marchands de sommeil dans le centre-ville, parce que là, clairement, il y avait marchands de sommeil à tous les étages. On peut aller à la page suivante. Donc juste pour terminer, et après, parce qu'effectivement, la concession, elle continue, mais il y a quand même d'autres choses qui, du coup, se sont mises en place suite au constat que ça fonctionne. Donc du coup, c'est vrai que ça a motivé aussi la com d'Aglo à continuer d'agir. Donc il y a une ORT multisite qui va être mise en place avec les 2 petites villes de demain, notamment qui ont été élues dans le secteur, avec une OPA multisite sur 3 communes. Nous, effectivement, on continue nos opérations. On a l'ORI qui est en train d'être lancée, donc l'opération de restauration mobilière. Là aussi, ça va nous demander un volet de travail supplémentaire qui n'était pas prévu initialement à la concession. On a 2 chantiers importants qui démarrent en 2022. On a toujours le suivi des immeubles indignes et en fait, on a aussi un suivi des immeubles qui ont bénéficié de fonds. Donc ça, c'est la ville qui met ça en place avec l'OPA-RU. C'est de voir comment évoluent aussi ces biens qui ont pu avoir de l'argent public. Voilà, c'est important aussi d'avoir un œil sur ce qui se passe après. Bon, ça, c'était juste... c'était une annexe, mais qui peut être intéressante aussi, c'est de montrer que sur les différents îlots fléchés, c'est les îlots pour lesquels on a eu des subventions. Et en fait, on a eu des subventions partout, parce qu'il n'a pas été mis à jour, mais voilà, sur 5 îlots, on a eu de la subvention sur les études de calibrage, sur le relogement, parce que le relogement, c'est des coûts, c'est du temps pour la SEDA, c'est des frais, parce qu'on prend tous les frais à notre charge, le déménagement, les ouvertures de compteurs, il y a même des aides pour l'aménagement, pour l'ameublement, voilà. Et donc, notre travail, c'est aussi d'aller récupérer de l'argent auprès de l'ANA dans ce cadre-là. Voilà. Ok, je reviens. Voilà. Donc, je vous remercie pour cette présentation très riche. Et vraiment, on a appris beaucoup de choses. On voit qu'on peut faire différemment. On peut transférer la responsabilité d'une opération à un opérateur comme vous.
Je passe la parole aux participants. Si vous avez Alors, des questions à poser. J'ai vu qu'il y avait une question pour le de Normandie. Ah oui, Alors, je vais tenir le discours que tient la chef de projet Action Cœur de Ville, c'est pas moi qui le dis. Parce qu'elle, elle désespère, elle aime bien avoir des retours d'expérience. Et le de Normandie, entre chef de projet Action Cœur de Ville, ils posent la question, ils n'ont jamais de retour. Donc, son analyse, c'est de dire quand ça fonctionne, on en entend parler, quand ça ne fonctionne pas, on ne nous donne pas les chiffres. Donc, a priori, pour elle, ça ne fonctionne pas. On n'arrive pas à avoir de retour d'expérience sur le de Normandie. Vraiment, on a beau demander au DDT, aux différentes instances, quand elle rencontre les autres chefs de projet Action Cœur de Ville, on n'a pas de retour sur le de Normandie. Nous, en tout cas, à Château, le de Normandie, il n'est pas utilisé. On le sait parce que tous les opérateurs avec qui on travaille, ils préfèrent utiliser le Malraux parce que le Malraux est beaucoup plus intéressant. Et comme on peut en bénéficier du fait qu'on soit en zone ABF, enfin monument historique, du coup, c'est le Malraux qui prime. Votre réponse confirme la présentation qu'on avait faite au dernier séminaire où on a comparé les différents dispositifs parce que l'investisseur, en fait, quand il arrive sur un territoire, il va voir ce qui est le plus rentable pour lui. S'il y a du Malraux, s'il y a du de Normandie, si c'est des fiscalisations, comme on dit, de base. Et donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte pour pouvoir décider qu'est-ce qu'il faut prendre en compte. Voilà, je vous passe la parole. Vous pouvez parler. Foulmi, il y a une question précédente. Je peux peut-être y répondre. Vas-y. Comment rendre attractif un projet afin qu'un concessionnaire souhaite intervenir sur notre opération? Je trouve que la question, en effet, est bonne parce que je pense que ça nécessite une certaine échelle d'opération et de bilan d'opération pour qu'un concessionnaire d'aménagement puisse agir. Si vous cantonnez en fait à saucissonner différentes actions et à les confier à divers opérateurs, je pense qu'on va perdre l'effet d'économie d'échelle. Donc, il me paraît important qu'il y ait un ensemble d'actions qui soient suffisamment importantes en termes de taille, en termes de bilan financier, pour qu'il y ait une mobilisation de moyens de la part de l'opérateur unique qui soit suffisante pour être présent sur le territoire, pour y passer le temps nécessaire. Donc, il me semble qu'il faut absolument éviter cet effet de saucissonnage des actions, comme on peut le rencontrer malheureusement auprès de certaines collectivités, notamment des dispositifs Action Cœur de Ville. Donc, je pense que cette lecture d'ensemblier que doit avoir l'opérateur unique est extrêmement importante. C'est lui qui va jouer un petit peu ce rôle de coordination et de cohérence entre les différentes actions publiques et dispositifs à mettre en œuvre. Alicia, vous pouvez me compléter si vous voulez. Ouais. Mais voilà. Nous justement sur la question de la rémunération, c'est vrai que pour les gens, c'est souvent opaque alors que ça l'est pas du tout. Mais on nous dit oui, les SEM, c'est opaque. Non, c'est pas opaque du tout. Une SEM, sur son opération, elle se rémunère dans un bilan de concession. Il y a des dépenses et dans les dépenses, il y a la rémunération de l'aménageur. Bon, voilà. Et cette rémunération-là, elle est fixée dans le contrat de concession. C'est-à-dire que dans le contrat, on a 6 missions prédéfinies, pour lesquels on a soit un pourcentage, soit un montant. Donc, je vais vous dire, nous, on a 5% des dépenses, ça représente notre rémunération, plus 4 000 € par famille relogée, plus un montant fixe, ce qu'on appelle le forfait, par an. Voilà. Et ça, c'est notre rémunération. Et c'est vrai que, effectivement, une concession, ça prend beaucoup de temps. Alors, surtout que nous, en plus, on travaille sur tout le volet foncier qui nous prend beaucoup de temps. On gère aussi les recours, donc ça aussi, ça prend beaucoup de temps. C'était l'intervention de la personne de l'EPF qui disait, il me semble, je crois, la question des recours, ou c'était dans un autre ce matin, bon, bref. Il y a des recours, les gens ne sont pas forcément contents qu'on fasse des travaux chez eux. Et nous, on vient de sortir de 6 mois de procédure et on a encore des procédures en cours sur d'autres endroits. Mais en l'occurrence, avec une voisine qui nous avait mis au tribunal parce qu'elle voulait qu'on fasse des travaux parce que ça l'a gênée dans son jardin que notre mur mitoyen tombe. Et finalement, elle nous a attaqué. Enfin, elle nous a bloqués pour démarrer les travaux parce qu'elle voulait encore plus d'argent. Vous voyez? Donc, voilà, il y a aussi ça. Donc, c'est du temps. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, les économies d'échelle sont importantes. Donc, effectivement, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre le nombre d'îlots ou d'immeubles sur lesquels intervenir, le nombre d'espaces publics et le temps passé. Il y a une autre question. Y a-t-il des exemples de concessions dans les PVD? Non. Bon, je sais que sur notre territoire, justement, on les attend un petit peu avec impatience, mais je pense que c'est peut-être un peu tôt, étant donné que c'est des dispositifs assez récents.
qu'on nécessitait des études, hein, des études préopérationnelles, des études de faisabilité, définition de l'action publique globale. Donc, je pense qu'une fois que ces cadres d'études et d'action publique sont bien définis, je pense que vous avez un ensemble d'actions multiples, y compris dans les territoires des petites villes de demain, qui permet, à mon avis, de lancer des opérations type concession d'aménagement avec cette globalité d'action. Je ne suis pas très inquiet sur ce à quoi ça va concourir en termes d'impact financier, d'importance financière et de l'action. Mais voilà, justement, il faut éviter d'être à tout prix dans le saucissonnage. Éviter peut-être qu'il y ait voilà, une action d'abord la première année sur l'espace public, fait par un opérateur ou en régie par la ville, puis une autre action auprès d'un autre opérateur sur la restructuration d'un îlot ou d'un bâtiment, puis 2 ans après, une autre action qui viendra par la suite. Ce saucissonnage ne va pas du tout encourager en fait cette intervention de concession d'aménagement. Il faut tenir un tempo parce que les gens, si vous vraiment, enfin nous on le voit, nous on nous dit tout le temps oui la CEDA vous faites rien, ça avance pas. Non, c'est juste qu'il y a sur 10 ans, on va dire qu'il y a 4 ans, quand il n'y a pas de PF, je le répète, il y a tout un travail d'acquisition foncière, d'études techniques qui est énorme et de gestion des recours sur les périls, sur les préemptions qui tombent. Voilà, il y a tout un délai. Mais par contre, après, quand ça commence, là, on peut commencer à communiquer aussi, en dire, voilà, là, nous, on a, à Château, on a l'îlot 8 qui va partir, on a l'îlot 5, on a les permis qui commencent à être affichés, on a un autre îlot, l'îlot 9, on va finir par être propriétaire, on va peut-être pouvoir commencer des démolitions cette année. En fait, ça met plus de temps, peut-être, du fait que ce soit plus gros. Ça met peut-être plus de temps au démarrage, mais après, quand c'est lancé, il peut vraiment y avoir un effet d'entraînement qui est intéressant. Par contre, la personne demande, avez-vous des exemples de concessions PVD ou plus adaptées à Action Cœur de Ville? Nous, on est Action Cœur de Ville. Mais... Et juste pour préciser, la commune de Pont-à-Mousson sur le territoire a le même niveau de population que Château-Thierry, autour de 14 500 habitants. Donc, ça montre que Château-Thierry est un Action Cœur de Ville, Pont-à-Mousson et Petite Ville de demain. Donc. Mais nous, on était vraiment très, très bas. Alors, je pense que nous, on a été intégrés à Action Cœur de Ville aussi parce que notre projet était mûr. Enfin, était mûr. Ça faisait 2 ans que la concession existait déjà. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu un fonctionnement comme les autres villes Action Cœur de Ville, comme Meaux dans le 77 ou des communes comme ça, qui étaient beaucoup plus grosses, mais qui étaient très en amont. Nous, on avait une concession, on a dit, mais attendez, notre concession, en fait, elle correspond à Action Cœur de Ville, on veut en être. Et donc, on nous a intégrés dedans. Mais je pense que c'est aussi lié au fait qu'on était déjà en phase opérationnelle et concessif. Et est-ce que la concession permet d'optimiser les coûts? Une autre question. Optimiser les coûts, c'est-à-dire le morcellement des actions étant souvent lié aux contraintes budgétaires. Disons que la concession, elle permet d'avoir une vue d'ensemble des coûts et de travailler sur le cadencement de l'intervention de la ville. La ville a quand même la main sur le poids qu'aura la concession sur son budget, puisque dans le cadre de votre bilan de concession, c'est pas qu'un bilan, c'est aussi tout un cadencement des dépenses, des recettes et des participations du début à la fin. Donc, vu que les villes participent, la ville, elle cadence sa participation. Et ça, c'est fixé dans le cadre du contrat. Donc, ça permet aussi à la ville de pouvoir se projeter financièrement sur le poids qu'aura. Et ça, j'insiste, parce que la ville de Château-Thierry, ce travail-là n'a pas été fait. Et donc, sur une concession, votre courbe de dépenses, elle fait comme ça. C'est une cloche. C'est-à-dire que vous démarrez, vous n'avez pas beaucoup de dépenses, et puis après, vous en avez beaucoup, et puis après, ça descend. Donc, de fait, normalement, la collectivité, elle participe en cloche aussi. Sauf que ça, la ville de Château-Thierry ne l'avait pas anticipé. Et quand la cloche a commencé à arriver très haut, on nous a dit « Ouh là là, mais en fait, il va falloir lisser ». Et c'est là que la question de l'emprunt est importante, parce que nous, on avait pris un emprunt sur la base de cette cloche, mais quand on nous demande de faire autrement, mais la question de l'emprunt n'est pas le même. Donc, la SEM porte le découvert. Nous, CEDA, dans notre concession, on peut aller jusqu'à moins 800 000 €. Et ça, c'est la CEDA qui le porte. C'est un découvert qui est porté par la CEDA. Alors, il y a des frais financiers qui sont inclus dans le bilan, mais c'est la CEDA qui le porte. Oui, je pense que c'est important de dire que finalement, l'inscription budgétaire de la part communale est lissée dans la durée de la concession. Donc, on l'a vu, on est sur des concessions de 10-15 ans. Donc, ça évite à la collectivité d'avoir une année budgétaire forte. En général, on lisse un petit peu sa participation sur la durée de la concession. Et c'est le concessionnaire, par le biais de financement et d'emprunt,
qui va lui financer les actions et la réalisation d'ouvrages. Donc cet effet budgétaire, au contraire, moi j'ai tendance à dire que c'est une manière d'externaliser un petit peu le financement des opérations et de le faire porter par le concessionnaire. Donc c'est plutôt pour moi un vrai point d'avantage pour les collectivités de passer par ce dispositif de concession d'aménagement. D'autant Il y que a je une sais. question, juste, il y a quelqu'un qui lève la main qui veut poser une question. C'est la DDT 54? Oui, oui, bonjour, Vincent. Oui, tout à l'heure, la DDT a été, enfin, vous aviez évoqué, Madame Zaccaria, la DDT concernant le de Normandie, l'utilisation. En fait, on n'a pas le renseignement non plus, hein. J'ai interrogé pour la Meurthe-et-Moselle la DGFiP à ce sujet. Ils savent pas. Et en fait, on n'a aucun retour, on n'a aucune mesure. Enfin, c'est un service qui est indépendant, hein, enfin, qui ne dépend pas du préfet. Enfin, il y a une indépendance des finances et on n'a pas du tout de retour. Donc, en fait, on a trois villes Action Cœur de Ville. Maintenant, il y a Pont-à-Mousson qui pourrait être éligible également puisque maintenant, ils ont signé leur convention ORT. Et on n'a aucune information pour l'instant. Et donc, effectivement, c'est très compliqué de mesurer sans avoir de retour, quoi, hein. Et c'est pas faute de le demander, hein. Oui, non, mais c'est ce que nous disait notre interlocutrice de la DDT avec qui on travaille très souvent, qui nous disait je sais pas. Elle dit je sais pas, j'ai beau relancer, demander, je sais pas. Donc, on a le même problématique aussi avec le neuf parce que tout ce qui est défiscalisation, Pinel, CELI et tout ça, on a le même problématique, mais nous, on a l'information grâce aux promoteurs immobiliers. Parce que eux, quand ils commercialisent, ils ont une base de données, donc on est abonné, donc qui permet, nous, tous les ans, on sait sur notre territoire, combien de logements ont bénéficié de Pinel, par exemple, parce que les promoteurs, eux, ils les notent. C'est la Fédération des promoteurs immobiliers. Bon, eux, ils sont sur le neuf, mais ils ne sont pas sur l'ancien. C'est vrai qu'au sein du réseau des EPL, hein, on le voit à travers un petit peu les échanges dans le groupe de l'A7, c'est pareil, hein, on est demandeurs d'exemples concrets de retour d'expérience, mais malheureusement, il n'y a aucune scène qui se soit manifestée là-dessus. Puis les collectivités nous demandent. Mais... Je pense que c'est encore prématuré pour mesurer des effets concrets de la loi de Normandie, hein, à mon avis. Y a-t-il d'autres questions? On a encore 4-5 minutes. Alors, le concédant peut-il être autre qu'une SEM? Alors, on parle du concessionnaire, hein, pas du concédant. Le concédant, c'est la collectivité et il confie à un concessionnaire l'opération. Donc, le concessionnaire peut être une autre société qu'une SEM, hein, bien entendu, hein. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai que c'est une procédure qui est mise en concurrence, hein. J'aurais pu terminer ma présentation par ça. Donc, c'est le Code de l'urbanisme, article R 300-4, qui définit la procédure. Je vous invite aussi à la parcourir. Le Code de la commande publique, la refonte de 2018, reprécise les conditions de mise en concurrence. Alors, bien sûr, n'importe quel opérateur, y compris opérateur privé, aucune SEM peut y répondre. Alors après, il faut que l'opérateur privé il voit son intérêt. Très honnêtement, comme l'a précisé Alicia, les SEM interviennent dans le cadre de l'intérêt général et il n'y a pas de marge à se faire sur une opération d'aménagement type concession cœur de ville. Nous, on perd de l'argent. Pour centre, voilà. Donc, il n'y a pas de notion de marge. Donc, je pense qu'un opérateur privé trouvera pas forcément le modèle économique qui lui permet d'agir dessus, sauf sur des opérateurs spécialisés dans les quartiers anciens. Ou alors sur des secteurs où le prix de l'immobilier est tellement haut qu'il n'y a pas de participation en ville. Enfin, moi, avant d'être dans l'Aisne, j'étais en Île-de-France. Oui, si vous vendez à 6 000 ou 8 000 du mètre et que même avec cet argent-là, vous pouvez financer les espaces publics, oui, vous avez Eiffage, Bouygues, Vinci qui répond, évidemment. Légalement, on peut. En secteur détendu, nous, il y a eu, alors je sais qu'il y a un cabinet qui répond à chaque fois, nous, dans notre secteur, il y avait quelqu'un d'autre qui a répondu à la concession, mais qui prend des marges tellement énormes, parce que justement, c'est tellement risqué, que du coup, ils n'ont pas été retenus. Voilà. Il y a aussi une réflexion concernant le de Normandie. Le problème ne vient-il pas du report chaque année de la loi de finances et le montage des dossiers qui est parfois long? J'ai jamais monté de dossier, je ne sais pas.
Je sais que, ce que je pense, c'est que le de Normandie, ça doit être des opérateurs qui font des opérations globales, qui font appel à ce dispositif. Et quand je vois comment déjà pour l'OPARU c'est compliqué, je me dis que je ne sais pas comment le de Normandie, ils arrivent à s'en dépatouiller. Est-ce que d'autres personnes ont encore des questions ou des interventions? Personne? On va peut-être, bon, on est pile poil à l'heure des 2 heures qu'on a prévues. Bon, je tiens à remercier déjà tous les participants. Si je peux me permettre, je vais faire juste quelques conclusions. Donc, aujourd'hui, on est au 4e atelier qui s'ajoute à un atelier, je dirais, introductif qu'on avait réalisé qui sur 2 thématiques, l'attractivité résidentielle et les mobilités. Nous avons abordé différentes thématiques. Donc, si je résume déjà ce que j'ai entendu aujourd'hui, ça regroupe tout ce qu'on avait présenté autour des différents ateliers. Je peux, en quelques mots, résumer avec les principes de base. Hein. En fait, je me suis rendu compte que pour intervenir sur ces territoires et les communes, les centres anciens, la clé du succès de ces types d'opérations, c'est je dirais, la transversalité des actions. Ça a été dit aujourd'hui, tout à l'heure, avec la présentation de Château-Thierry. Ça a également été dit avec l'exemple de Masevaux. Il faut agir à la fois sur l'habitat, sur le patrimoine, le commerce, le service et les espaces urbains et sur les mobilités. L'autre point que j'ai relevé, c'est la qualité du diagnostic et surtout la connaissance fine du terrain, parce qu'il va permettre de déterminer les enjeux et de bien orienter les actions. Et un autre point que j'ai relevé, c'est l'articulation de toutes les échelles, parce qu'en général, on se rend compte qu'il y a plusieurs échelles. Il y a le centre-ville, on l'a vu, il y a les îlots à Château-Thierry, mais il y a aussi à l'échelle de la commune et aussi à l'échelle de l'intercommunalité. Toutes les actions qui sont menées doivent concourir aux mêmes objectifs. Le principe, ça a été dit par Masevaux tout à l'heure, par Elsa Notte, il faut éviter la concurrence. Quand on crée les commerces dans le centre-ville, il faut éviter d'avoir un supermarché juste à côté pour éviter qu'il y ait des phénomènes de concurrence. Et un autre point que j'ai relevé aujourd'hui aussi, c'est la temporalité des projets. Il y a plusieurs temps, mais il y a le temps de la préparation, on l'a vu, il faut 4 années pour acheter le foncier et tout ça. Il y a le temps de la réflexion, il y a le temps du lancement, le temps de la mise en œuvre, et il y a aussi la politique. Donc, il y a tout ça qui se conjugue, qu'il faut gérer étape par étape. Il y a un point très important que j'ai vu aussi, c'est la gouvernance, c'est la qualité du pilotage, c'est comment on fait dialoguer tous les différents partenaires. Ça m'a bien intéressé le schéma qui a été présenté sur Château-Thierry. On voit le nombre de personnes et d'intervenants qui interviennent pour bien fonctionner, pour qu'un projet qu'un projet marche bien. Donc on voit c'est comment on articule toutes ces interventions, tous ces acteurs. Et le dernier point qui n'est pas le moindre, c'est ce que j'appelle les moyens humains et financiers. On l'a vu l'intérêt avec la concession d'aménagement. C'est toute l'ingénierie que le chef de projet doit piloter. C'est le budget que la collectivité doit consacrer au projet. On sait que c'est cher. Là, on a vu quelques exemples, 14 millions. D'où l'intérêt de prévoir un budget qu'on peut lisser sur une période de moins de 10 ans. Voilà, je pense que tous ces exemples nous ont permis de balayer tous les points qu'on a abordés dans les différents séminaires. Et je suis très content de cette dernière séance qui permet vraiment de confirmer tout ce qu'on a dit. Je vous remercie. Et je ne sais pas si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours l'envoyer soit par mail, soit voilà. Je pense qu'on peut lever la séance. Merci beaucoup. Ok, je vous remercie, je vous remercie merci de votre à vous. intervention. Bonne journée. Ok, bonne Au journée. revoir. Au revoir. Au revoir. Je coupe là, enregistrement. Voilà.